Hello les amis, et oui, 7ème épisode de Push Lap après un Grand Prix du Qatar absolument renversant, peut-être même historique ou finalement non pour Lando Norris, bref un cauchemar pour McLaren mais surtout un bonheur pour Max Verstappen qui fait durer le plaisir jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi pour la première fois depuis 2021, depuis un gros Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, et bien un titre va se jouer au dernier Grand Prix de la saison du côté de Yas Marina. Il y a énormément de choses à dire. Bienvenue dans ce 7ème épisode de Push Lap avec un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant tout, immense merci pour le dernier épisode avec Monsieur Loop, avec Jérémy, qui était absolument trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé et visiblement vous avez bien kiffé aussi également. On a également dépassé en un peu plus d'un mois les 1000 abonnés sur la nouvelle chaîne de Push Lap, sur celle-ci. Donc immense merci pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur les plateformes de podcast. Et immense merci aussi également parce que je peux voir également tout simplement les écoutes qu'il peut y avoir, les téléchargements, et vous êtes très nombreux. Donc immense merci et n'hésitez pas à mettre comme toujours les étoiles sur les plateformes de podcast pour encore plus faire un bon référencement pour l'aventure de ce nouveau podcast. Et donc pour cet épisode, ce 7ème du nom, il fallait un invité de marque forcément pour avant ce dernier Grand Prix de la saison et après ce Grand Prix du Qatar. Comment ça va Manu ? Ça va mon Alex ? Qu'est-ce que ça fait de pas présenter une émission F1 ? Franchement ça fait bizarre, je t'écoutais faire l'intro, j'étais stressé, tu sais, j'étais dans le costume du gars pas bien dans ses pompes. En tout cas, je suis grave content de déjà d'être invité sur Push Lap, c'est un grand bonheur, grand honneur de passer après Monsieur Loop qui est un excellent personnage du F1 Game français, et puis je suis très content de parler Formule 1 avec toi, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait devant les caméras. Et ça rappelle justement une grande saison, une dernière QV où on a vu une lutte jusqu'à la fin du championnat du monde. Oui, donc, en 2021. Exactement, oui. 2021. Donc je suis super content d'être là en tout cas. Ouais, trop gentil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. Ce qui est beau en plus, c'est que là, jusqu'à la fin de l'année, je vous fais un petit teasing, il n'y a que des invités jusqu'à la fin de l'année. Notamment la semaine prochaine, on est parlé effectivement en live. Vous le découvrirez dans les prochains jours qui sera l'invité, justement. Manu le sait désormais. Invité mystère. Invité mystère pour le débrief de cette saison après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et notamment, il y aura un pilote français, pilote de F3 de la Williams Academy. Merci, vous avez compris. Qui sera là aussi également pour un épisode qui sortira plus tard, effectivement, en fin d'année. Déjà, merci beaucoup, Manu, d'être venu. Merci de l'invitation, vraiment. Et force à Push Lap, je tenais à le dire. Non, mais c'est vrai, parce que les gens pensent que c'est super facile de monter des entreprises et des projets comme cela, et ça demande beaucoup de cœur et d'autres choses que je dirais pas à l'antenne, voilà. Mais donc plein de force à toi, en tout cas, on te suit et je suis cette émission. Je me suis régalé sur les épisodes avec Lucas et Jérém, donc j'espère qu'on va être à la hauteur aujourd'hui. On va essayer, et encore une fois, si tu veux parler des partenaires, Emotion, que vous voyez effectivement avec le logo juste en bas à gauche de l'écran, c'est grâce à eux que ce podcast peut exister. Ils me laissent effectivement venir dans leurs locaux, et notamment avec un studio qui est magnifiquement préparé. Donc merci encore une fois à Emotion. N'hésitez pas à venir les voir sur Paris, 115 rue Réaumur, si je me trompe pas, ou Réaumur. Réaumur, ouais, c'est ça, exactement. 115 rue Réaumur à Paris, dans le 2e arrondissement. C'est un centre de simulateur au cœur de Paris. Accessibilité pour tout le monde, petits et grands, et notamment bien sûr avec la Formule 1 que Manu a testé il y a quelques minutes. Et dans le Push Lap Challenge, et on va vous en parler dans quelques instants, j'ai son chrono, il ne le connaît pas. Exactement. Il ne sait pas s'il a battu Jérém de la semaine dernière ou non. Et notamment ce mois-ci, à partir du 14 décembre, il y aura le Hot Lap proposé justement par Emotion. Ce sera au volant d'une Audi R8 sur la Nordschleife avec des prix à remporter qui seront annoncés prochainement. Je l'ai fait la Nordschleife, sachez ici, je l'ai fait en hypercar Toyota. Je me suis régalé, mais je suis resté une demi-heure dessus. Ah ouais, mais surtout après la Nordschleife, c'est frustrant parce que tu fais la Nordschleife, puis si tu te sors, t'es obligé de faire 14 km. Tu fais 14 km, et si tu te sors au dernier kilomètre, tu te dis oh là là, j'ai fait tout ça pour rien. Tu vois. Là, c'est un exercice de concentration. Kevin Estre dans l'heure, effectivement. Exactement. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu connais un peu comment se démarque l'émission ou pas du tout ? Oui, j'ai regardé les derniers épisodes, donc j'ai quelques repères. Quelques repères ? Parfait, il y a le Push Mag du coup pour commencer, ensuite il y aura le Push to Talk, et je vous ferai il y a une petite digression pour la fin de l'émission, vous allez comprendre juste après. On commence avec le Push Mag parce qu'il est 12h04 au moment où on tourne l'émission. Je vérifie si quand même il n'y a pas eu la news. Où selon mon Twitter, rien du tout. Mais on peut quand même vous le dire, Isaac Hadjar a signé chez Red Bull. Voilà, de toute façon, au moment où l'épisode sortira à 18h, Isaac Hadjar sera annoncé du côté de chez Red Bull. C'est désormais officiel, donc Hadjar sera bien le nouveau coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2026. Une annonce majeure, même historique d'ailleurs pour le sport auto français. Après, c'est vrai que c'est un véritable séisme pour Yuki Tsunoda, qui va donc perdre son baquet du côté de chez Red Bull. La décision a été prise notamment dimanche soir à Doha, après le Grand Prix du Qatar, et donc après la victoire de Max Verstappen, un réunion
une réunion au sommet où il y avait Laurent Mekies, Helmut Marko et Oliver Mintzlaff qui gèrent la partie autrichienne de Red Bull, si je me trompe pas. Et c'est là que le choix final a été acté. Pour ce qui est de Hadjar, la décision a été prise depuis quand même très très longtemps de toute façon. Mais pour ce qui est de Yuki Tsunoda ou Liam Lawson, ça a pris beaucoup plus de temps et je vais vous l'expliquer justement après. Pour ce qui est d'Adjar, quand même à 21 ans, c'est un podium à Zandvoort, un niveau de progression qui est constant, une fulgurance absolument exceptionnelle et surtout un certain sang-froid qui, j'ose le dire, rappelle à une certaine mesure un certain Max Verstappen quand même. Le choix de prendre Isaac Hadjar du côté de chez Red Bull, comment tu l'analyses et est-ce que finalement c'est pas seulement pour préparer aussi l'après Verstappen? Ouais, si, clairement, je pense qu'il y a une première réaction, c'est la show, bien sûr, c'est celle de se féliciter d'avoir un Français dans un top team, parce que mine de rien, c'est pas des choses qui arrivent très souvent. On rappelle que le dernier, c'était Pierre Gasly. On sait comment ça s'est terminé en 2019 avec une saison qui avait été particulièrement compliquée, mais très heureux déjà pour Isaac. On a suivi son parcours depuis qu'il a 15 ans ensemble. Je crois que tu étais le premier à l'avoir interviewé d'ailleurs dans les pistonnets. Il était tout minot. Il venait tout juste de rentrer dans l'académie Red Bull à ce moment-là. Et quand tu as suivi le parcours et la carrière de Isaac Hadjar, tu sais qu'à plusieurs moments, son aventure, son histoire en monoplace aurait pu s'arrêter. Ça aurait pu être le cas en Freca, ça aurait pu être le cas aussi en F2, après sa première saison ratée. Et je trouve ça exceptionnel qu'après une seule saison en Formule 1, il arrive justement à prendre le baquet dans le top team. Il y était préparé depuis longtemps par Helmut Marko, qui le suit de manière très, 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 très proche. C'est un petit peu le chouchou d'Helmut Marko. Alors, ça veut rien dire d'être le chouchou d'Helmut Marko, parce que généralement, il est encore un peu plus dur avec vous que s'il ne vous aime pas vraiment. À 4h du matin au cas où pour savoir. C'est exactement ça. Donc ça, voilà, c'est le côté satisfait, le côté heureux, ça c'est la réaction à chaud. Maintenant, quand on regarde l'avenir qui va être celui de l'écurie Red Bull, ça va être une motorisation construite par Red Bull avec le soutien de Ford. Mais on sait qu'il y a déjà des échos au sein de l'écurie Red Bull, comme quoi il y a des doutes sur cette unité de puissance et sa performance dès 2026. C'est une écurie Red Bull qui a perdu beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de matières grise. Est-ce qu'elle pourra justement se relever et nous offrir un châssis exceptionnel comme ça a été le cas ces dernières années, et quand on pense notamment à l'ère Adrien Newey, Pierre Vacher. Donc je pense que ça va être un immense défi quand même pour Isaac Hadjar, qui est seulement dans sa deuxième année de F1, c'est un sophomore, on va le dire ainsi, et qui va se retrouver à côté de ce qui se fait de mieux. On le voit cette saison, Max Verstappen, c'est le meilleur pilote de la grille. Il nous a tous mis d'accord, entre guillemets, qu'on l'aime ou qu'on ne l'ait pas, et ça va être quelque chose de fou. Alors j'ai envie de croire qu'il aura un destin différent de celui de Pierre Gasly, et que peut-être de trouver dans celui auquel Helmut Marko le compare beaucoup, c'est-à-dire Alain Prost, trouver, on va dire, un juste milieu, peut-être un juste milieu, mais s'il pouvait faire comme ce qu'Alain Prost avait fait justement chez McLaren avec Niki Lauda, c'est-à-dire apprendre du meilleur, essayer de step up, et puis se préparer à être le grand champion qu'il a envie d'être. Surtout que tu parlais de ne pas prendre, de ne pas reproduire ce qui s'était passé avec Pierre Gasly à l'époque. Alors la situation va être nettement différente. Déjà, dans une première analyse, Christian Horner n'est plus là. Nous sommes dans une totale restructuration du côté de chez Red Bull, beaucoup plus apaisé de toute façon, avec Helmut Marko qui n'est plus empiété notamment dans son rôle, alors que Christian Horner par le passé, dans un passé récent, empiétait beaucoup sur le rôle de tout le monde, ce qui avait causé notamment le départ juste de Adrien Newey, forcément. Et puis il n'y a plus cette instabilité, on est dans une vision qui est claire, nette et précise, et faire des choix logique et non pas peut-être par l'émotion. Exemple, au début de saison, Lawson arrive pour 2 grands prix, il est remplacé directement par Yuki Tsunoda. C'est un choix de mettre Tsunoda qui aurait pu être nettement fait bien plus tôt pour éviter une situation embarrassante, même pour Max Verstappen. D'ailleurs, cette situation, lui-même avait liké le post de Guido van der Garde. Bon, publiquement, il avait tiré une balle. Mais bon, c'était aussi autre chose. Et puis surtout, c'est une nouvelle ère de la Formule 1 en 2026, l'aéroactive, bien sûr, avec les nouveaux moteurs, tu en parlais. C'est peut-être finalement le meilleur moment pour un rookie, dans un pilote qui est aujourd'hui dans sa saison de rookie, mais l'année prochaine sera une deuxième saison en étant potentiellement capable de remporter des grands prix, d'arriver finalement dans un top team et aussi de s'adapter à cette nouvelle ère de la Formule 1, sachant que je n'ai pas le sentiment, sincèrement, que l'année prochaine, on aura une voiture typé Max Verstappen. C'est quasiment même impossible, tellement aussi Red Bull s'est tellement focalisé sur 2025, et ça on va en parler dans le débat au cœur de cet épisode, que pour moi c'est impossible que Red Bull aille faire une voiture 100% Verstappen, entre guillemets,
Tellement ils se sont focalisés sur 2025 et le sacrifice de 2025 va rendre une voiture peut-être un peu plus générique pour 2026. Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, c'est vrai qu'on a peu de billes pour le moment sur les caractéristiques justement en termes châssis, en termes moteur de ce qui nous attend en 2026. Chez Red Bull, on a souvent dit justement qu'on ne construisait pas la voiture pour Max Verstappen, mais qu'on la développait pour Max Verstappen. Et c'est là justement où Isaac Hadjar a, je trouve, des qualités qui peuvent être intéressantes. On sait que ses parents ont beaucoup insisté sur un cerveau bien fait dans un corps bien fait. Son père nous a souvent dit que lui, ce qu'il souhaitait, c'est que son fils traite d'égal à égal avec les ingénieurs, qu'il ne soit pas uniquement un pilote, mais qu'il soit une force active aussi dans le développement de cette voiture. On l'a vu chez Racing Bull, c'est là où il a marqué des points, c'est là où il a réussi et bien justement à s'adapter rapidement à la Formule 1 par un travail justement invisible en dehors de la voiture, où il a réussi à se créer une place. Je pense que c'est quelque chose que Red Bull a vu et c'est quelque chose sur lequel Red Bull va miser. Et puis il y a une entente aussi, Isaac Hadjar, Max Verstappen. Alors elle n'est pas criante parce qu'on sait que le pilote préféré de Isaac Hadjar, c'est Lewis Hamilton, mais quand même il y a je trouve une certaine connivence entre les deux personnages. Tu l'as dit, il y a même parfois un peu de mimétisme de la part d'Isaac depuis son plus jeune âge, depuis qu'il est rentré dans l'académie Red Bull, justement pour tendre à ressembler un petit peu, que ce soit en caractéristique de pilotage ou aussi bien dans son comportement en dehors de la piste à Max Verstappen. Et moi je pense surtout qu'Isaac Hadjar, j'espère ne pas me tromper, est beaucoup plus armé que ne l'a été Pierre Gasly en 2019 lorsqu'il a rejoint l'écurie mère. Et puis à nous aussi d'être juste dans le traitement, c'est-à-dire que ça sera une saison d'adaptation. On ne le jugera pas comme un potentiel prétendant au titre ou à la victoire, mais comme un jeune rookie toujours toujours en train d'apprendre, on va dire, son métier et de l'apprendre aux côtés du meilleur. Et ça, mine de rien, ça prendra du temps. Puis tu l'as très bien dit tout à l'heure. Très bien dit tout à l'heure. Max Verstappen, il y a quand même un point d'interrogation après 2026. Si jamais cette réglementation ne lui plaisait pas, s'il n'avait pas les bonnes sensations, et ben peut-être que justement l'avenir serait pour cet homme avec son papa et sa maman sur la photo. Et d'ailleurs ça me permet aussi de dire une petite fierté, je tenais juste à le dire, de voir un pilote franco-algérien, parce que j'en ai parlé aussi beaucoup sur mes réseaux. Ça fait très plaisir et c'est aussi un honneur de pouvoir avoir un pilote franco-algérien en Formule 1 et surtout dans un top team et notamment grâce à son papa et à sa maman qui ont dévoué en fait une histoire de famille pour être en Formule 1. Il en a parlé très longuement, Isaac Hadjar, dans une interview avec Mouloud Achour dans Click, qui effectivement parlait de la question de l'investissement famille, mais de l'investissement financier qui a été colossal. Aujourd'hui, cet investissement est allé au bout. Et ça rappelle aussi que dans le sport auto, il y a beaucoup de jeunes pilotes du même talent que Isaac Hadjar, mais qui n'ont pas les moyens pour aller au bout, qui peuvent avoir le même talent, du moins, on va dire, peuvent avoir le même talent qu'Isaac Hadjar, qui ne peuvent pas aller au bout par manque de moyens financiers et par manque d'opportunités. Et là, aujourd'hui, l'opportunité s'est créée par le passé, justement, pour Isaac Hadjar. Et aujourd'hui, l'histoire de famille arrive du côté de chez Red Bull. Donc ça, c'est aussi très, très beau. De l'autre côté, il y a des mauvaises nouvelles pour le pilote qui est alors lui c'est une bonne nouvelle, mais lui c'est une mauvaise nouvelle. Alors puisqu'il perd son baquet Yuki Tsunoda du côté de chez Red Bull, et il perd même sa place en Formule 1, il va donc voir le baquet pour qui il était en bataille pris par Liam Lawson, qui va rester du côté de chez Isaac Hadjar. Et cet homme, donc Arvid Lindblad, pilote britannique, il me semble aussi qu'il avait des origines suédoises. Tout à fait. Lindblad. Parce que moi, quand j'ai connu Arvid Lindblad, il y avait la licence suédoise. C'est ça, il a changé en cours de route. Il a changé en cours de route. Mais Arvid Lindblad, du coup, seulement 18 ans, va monter l'année prochaine du côté de chez Racing Bulls. Alors, c'est un débat. N'est-ce pas trop tôt? Parce que Arvid Lindblad a un talent qui est clair, net et précis. Alors on va se l'avouer qu'en F3 et en F2, il y a eu des coups d'éclat, mais il n'y a pas eu de régularité comme pouvait l'avoir justement Isaac Hadjar à l'époque en F3 et en F2. Antonelli, il a gagné partout où il est passé, sauf en F2. Arvid Lindblad n'a pas gagné n'a pas gagné la F3, n'a pas gagné la F2, et donc il y a un peu de doute. Quel est un petit peu ton ressenti vis-à-vis de la promotion d'Arvid Lindblad qui était de toute façon annoncée quand même depuis un certain temps? Moi j'ai l'impression que c'est un pilote qui est quand même assez rapide, on l'a vu en séance d'essai libre. Alors j'ai l'impression aussi que Red Bull compte sur lui parce qu'on a vu qu'il avait pu avoir un push-lap justement sur sa séance d'essai, ce qui n'avait pas été le cas d'Isaac Hadjar lorsqu'il a eu la chance de monter pour les premières fois pour ses premières séances d'essai libre et séances d'essai officielles. Moi j'ai l'impression que Lindblad c'est quelqu'un qui est très rapide. Si Helmut Marko compte autant sur lui, c'est qu'il a dû déceler quelque chose. Sûr, Et j'ai aussi l'impression, si tu veux, à l'inverse, que des formules de promotion comme la F3 ou la F2 ne montrent peut-être pas toujours tout l'étendue d'un talent. On va prendre deux exemples. Celui d'Oliver Berman qui sort d'une très très belle saison de F1 et qui a connu une saison de F2 qui avait été assez compliquée. On nous parle d'une formule monotype où les pilotes peuvent se battre à armes égales, mais on a vu par le passé qu'il y a quand même des différences de préparation
niveau des moteurs, mais aussi au niveau Oui. de chacune des écuries en fonction bien sûr des budgets qui sont apportés. Donc c'est vrai que je vais pas prendre la F2 et la F3 comme un révélateur véritablement de talent. Andrea Kimi Antonelli avait une première saison de F2 aussi assez compliquée. Oui, Et mine de rien, il termine très très bien cette saison de F1. Donc non, j'ai envie de voir Lindblad, j'ai envie de le voir performer, j'ai envie de le voir en Formule 1. C'est vrai qu'il y avait peu de place justement pour les jeunes et pour les rookies pour la saison prochaine. Et pour lui, ça va être un vrai défi parce que ce sera quasiment le seul, si ce n'est le seul dans une année 2026 où il va devoir tout apprendre. Sans doute qu'il a dû faire un peu de simulateur 2026, hein, ça, on peut le croire, on peut l'imaginer. Mais pour moi, je suis assez convaincu par le talent de ce garçon. Tu en parlais des essais, et c'est là le cœur du problème finalement du côté de chez Red Bull. Ce que je peux vous dire par rapport à Yuki Tsunoda, c'est que normalement il devrait bien rester pilote de réserve dans l'univers Red Bull. Je le soupçonne même d'ailleurs de l'être également pilote de réserve pour Aston Martin l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait on parle beaucoup de Honda qui va partir de l'univers Red Bull pour la saison prochaine, mais c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'il faut se souvenir que désormais en Formule 1, on ne peut plus faire des essais par-ci par-là comme on veut, c'est très limité, avec des programmes qu'on appelle les TPC. Donc c'est des essais avec des anciennes voitures, donc également avec des moteurs de l'air en question. Et pour Red Bull, l'année prochaine ce sera Red Bull Ford, donc ce sera une toute nouvelle unité de puissance spécialement faite pour l'année prochaine et pour la nouvelle ère de la Formule 1, mais il faut quand même utiliser des moteurs pour plus tard. Et donc Arvid Lindblad que vous avez vu là juste à l'instant et qui sera donc du côté de chez Racing Bulls, il a besoin de se préparer. Donc pour se préparer comme Isaac Hadjar s'était préparé par le passé avec quelques petits essais TPC, il faut avoir des moteurs Honda. Et donc la problématique c'était pourquoi en fait finalement Tsunoda n'était pas sûr de ce qu'on allait garder Tsunoda ou non en tant que pilote titulaire ou sinon en tant que pilote de réserve. C'est parce qu'il fallait aussi négocier avec Honda pour avoir ses moteurs pour l'année prochaine pour les essais TPC. Et donc finalement Tsunoda devrait rester en tant que pilote des réserves. Ce sera peut-être même annoncé au moment où on voyait cet épisode de Push Lap, pour faire baisser la facture de Red Bull envers Honda. Voilà un peu comment ça se passe, mais c'est pas illogique et c'est tout à fait compréhensible, sachant que aussi il devrait avoir Yuki Tsunoda l'année prochaine, des essais TPC lui-même, ce qui est quand même pour le coup Red Bull avoir des essais pour Yuki Tsunoda et Tsunoda pour apporter une certaine expérience dans les moments importants. Je trouve également que pour l'ère qui va arriver en 2026, c'est bien d'avoir toujours un pilote d'expérience en backup. On sait qu'à l'époque Esteban Ocon, quand il était du côté de chez Mercedes pendant son année de césure, ça a été très important pour Mercedes, ça avait bien aidé Mercedes, Bottas et Hamilton bien sûr. Il y a eu plein d'autres cas comme ça. Il y avait quoi d'autre comme pilote qui était resté T'avais Nico Hülkenberg quand il n'est plus de baquet, voilà, qui était un peu le super sub un petit peu partout. Moi je suis très étonné que Tsunoda soit pas titulaire l'année prochaine chez Racing Bull, justement pour cette question d'expérience. Non pas que Liam Lawson ne m'ait pas convaincu, je trouve qu'il fait une belle deuxième partie de saison. Il s'est parfaitement relevé après tu l'as dit, le début de saison qui a été très difficile, on imagine d'un point de vue moral à gérer. Par contre j'imaginais que Racing Bull parte justement avec un pilote qui est on va dire quelques saisons dans la caboche et qui puisse justement aider au développement technique par le feeling, le ressenti et l'information qu'il peut donner justement à ses ingénieurs. Donc assez surpris de cette décision. Et donc Tsunoda ne serait plus titulaire l'année prochaine et c'est quand même une grosse nouvelle. Ouais, c'est quand même je suis un peu triste pour lui même d'ailleurs. J'espère qu'il aura d'autres opportunités en Formule 1 en tant que pilote titulaire, à voir s'il irait aussi potentiellement dans d'autres disciplines. On sait que Honda est beaucoup impliqué en IndyCar notamment. Est-ce que l'endurance peut aussi l'intéresser? Donc voilà par rapport à la question on peut dire quand même, Alex, très rapidement, cette histoire de Yuki Tsunoda, c'est qu'il a quand même eu sa chance en Formule 1. C'est quoi, 4e, 5e saison, si je dis pas de bêtises. Il a commencé en 2021. Son meilleur résultat est 4e en Grand Prix, notamment avec le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, il y a eu il y a eu 2 saisons de leadership du côté de chez Racing Bulls. À l'époque, c'était AlphaTauri, j'oublie le nom. Mais il n'y a pas eu plus que ça, malheureusement. Et l'exemple type étant Isaac Hadjar cette saison. Isaac Hadjar, première saison en Formule 1, progression constante et bien sûr un podium. Et ça, il a mieux fait que tous les autres rookies qu'on a pu avoir depuis Max Verstappen chez Red Bull. T'as pas eu le coup d'éclat pour Yuki Tsunoda. On rappelle que les 2 premières saisons ont été assez difficiles. La première est très compliquée. Et là t'es même étonné d'avoir été renouvelé en 2022 d'ailleurs. Exactement. Et même nous, on l'était d'une certaine manière parce qu'on se disait en Formule 1, on te laisse généralement peu le choix. On se rappelle que la doctrine chez Red Bull, c'était généralement 3 saisons
d'apprentissage et ensuite on prend une décision pour la suite de ta saison. Il a eu plus que 3 saisons d'apprentissage de par justement les tractations, une situation contractuelle qui est un petit peu compliquée avec la Red Bull Driver Academy à l'époque où il y avait il manquait simplement de talent et de pilotes. Donc pour moi il a eu son temps en Formule 1. Je le jugerai pas sur la dernière partie de sa saison et de sa carrière qui s'est passée dans le baquet maudit numéro 2 on va le dire ainsi de chez Red Bull. C'est un pilote qui peut être très attachant, c'est un pilote qui a beaucoup de qualité, mais pour moi on a vu ce qu'on avait à voir en F1, même si encore une fois d'un point de vue Racing Bull je suis assez étonné qu'il ne fasse pas appel justement à son expérience en effet dans une année où tout va changer et où le ressenti des pilotes sera très important on l'imagine dans le développement. Ouais, voilà en tout cas pour Yuki Tsunoda et également Isaac Hadjar, et c'est avec encore une fois une immense fierté de voir Isaac Hadjar aujourd'hui en Formule 1 avec Red Bull dès la saison prochaine. L'autre news également en gros est très importante vis-à-vis de 2026 parce que c'est une news qui est pour le coup honnêtement on était surpris. Ouais. Bien surpris, Adrian Newey est devenu, en plus de son actionnariat dans l'univers Aston Martin, en plus d'être le patron technique du côté de chez Aston, eh bien Adrian Newey est devenu patron directement de l'écurie à partir de la saison prochaine. L'architecte de 25 titres mondiaux, Adrian Newey, derrière les plus grandes voitures dans l'histoire même de la F1, passe officiellement à patron de l'équipe. C'est un peu une promotion inattendue parce qu'il y a eu une discorde énorme entre le CEO de l'écurie qui était Andy Cowell et Adrian Newey. Et puis finalement, Cowell qui est arrivé avec beaucoup d'ambition en 2024 devait être la pierre angulaire de la transition vers 2026. Mais le tandem Cowell-Newey n'a jamais vraiment fonctionné. Désaccord d'autorité, vision opposée et organisation interne un peu immature, on va pas se le cacher. Cowell quitte le rôle de team principal, il devient directeur de la stratégie chargé de l'intégration du moteur Honda et Newey prend le contrôle complet de l'équipe et donc Newey conservera aussi son rôle technique et une part au capital, ce qui signifie qu'il aura plus de pouvoir que n'importe quel directeur d'équipe dans le paddock, à l'exception peut-être d'un Toto Wolff du côté de chez Mercedes. Déjà, est-ce que ça t'a vraiment surpris ? Sachant que je m'étais renseigné, et à ce qui paraît, à l'époque, du côté de chez Williams, il voulait également devenir team principal à l'époque. Ouais, c'est une volonté depuis longtemps, et c'est pour ça qu'il a quitté Williams, justement, parce qu'à l'époque, il y avait Patrick Head et Frank Williams, et que Patrick Head et Frank Williams avaient un peu mis à l'écart Adrian Newey, qu'il ne considérait comme un ingénieur, on va dire, de génie. C'est un ingénieur de génie. Est-ce que pour autant, c'est un énorme manager ? Est-ce que c'est un fin politicien ? Là, j'ai beaucoup plus de doutes. Maintenant, la conséquence, en fait, l'annonce de cette promotion, c'est la conséquence de son arrivée chez Aston Martin. On rappelle que Adrian Newey, lorsqu'il arrive chez Aston Martin, c'est le premier directeur technique qui a des parts dans l'écurie. C'est comme ça justement que Lawrence Stroll a réussi à le convaincre. Donc c'est la suite logique, c'est-à-dire que c'était difficile d'être sous les ordres d'Andy Cowell tout en étant copropriétaire de cette écurie. Je t'invite chez moi, mais en fait c'est toi le propriétaire de la maison. Forcément, tu vas éviter de mettre tes pieds sur la table. C'est un petit peu le concept. Et puis je pense qu'il y a eu des divergences aussi sur l'intégration du moteur Honda. Andy Cowell, on le rappelle, c'est le père du moteur révolutionnaire V6 hybride turbo de Mercedes mis en place en 2014 qui a révolutionné la F1, qui a apporté cette hégémonie Mercedes et Lewis Hamilton. Donc je pense, si tu veux, que chacun avait ses priorités, chacun était omnibulé, on va dire, par sa partie, dessiner la voiture pour Adrian Newey, intégrer ce moteur pour Andy Cowell, et que souvent par le passé ceux qui créent le moteur, ceux qui intègrent le moteur et ceux qui dessinent la voiture sont rarement d'accord. Donc peut-être que tout ça a nourri tout cela. L'organigramme était sans doute mal fait, il a été refait. Maintenant, moi, là où j'ai un énorme problème, quelque part ça va dans une constante aussi de ces dernières saisons, chez Williams, chez Haas, chez McLaren, on pourra en citer d'autres, où on va chercher justement des teams principaux qui sont d'anciens ingénieurs, parce que l'aéro est au cœur de tout dans cette révolution 2022. 2026, c'est un peu différent. Il y aura une révolution aéro qui sera importante, il y aura une révolution moteur qui devrait en tout cas être très coûtante, on va dire, en termes d'écart entre ces différentes voitures. Donc il faudra voir si c'est le bon choix. Là où j'ai une énorme inquiétude, c'est vraiment sur l'aspect politique. Aujourd'hui, un team manager, c'est quelqu'un qui doit manager bien sûr une usine, une équipe, des pilotes, mais qui doit aussi être le représentant de son équipe. Est-ce que c'est Lawrence Stroll dans ces cas-là, qu'on sait être un petit peu omnipotent chez Aston Martin, qui va gérer l'aspect politique? On peut le penser. Est-ce qu'il y aura une direction à deux têtes? On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'arrivée de Christian Horner, qui a été repoussé, balayé d'un revers de la main par Lawrence Stroll. On verra si ça sera toujours le cas en début
l'année prochaine. Mais à mon avis, il va falloir aider Adrian Newey parce que c'est Zak Brown qui disait tout ça, qui disait si j'ai le meilleur designer de voiture de l'histoire, moi j'aimerais le mettre dans le confort pour qu'il soit concentré uniquement là-dessus. Et là, le problème, c'est qu'il va devoir gérer beaucoup de choses à côté. Jurisprudence, Mattia Binotto. Exactement. Binotto, alors qui était ingénieur motoriste, lui, à la base. Quoi qu'on dise, Mattia Binotto est l'une des meilleures têtes pensantes du paddock et ça s'est vu du côté de la Scuderia Ferrari. Il a bien aidé la Scuderia Ferrari, surtout au début de l'ère hybride en Formule 1. Et quand il a pris justement ce rôle-là de gérer cette partie-là, Ferrari allait nettement mieux sur cette partie-là. Donc, et par contre, quand il est devenu patron d'écurie, le jeu politique l'a emporté. Et aujourd'hui, du côté de chez Audi, il est dans une bien meilleure position avec beaucoup moins de jeux politiques. Après, c'est vrai que pour Adrian Newey, les déclarations de Fernando Alonso, il gérait déjà l'équipe avant même d'être promu. Bon, sous-entendu. On peut le croire ou pas, Fernando. On peut le croire ou pas. Donc, selon Fernando Alonso, ça ne change rien du tout. C'est juste, ça n'a rien de nouveau. Cependant, je trouve que c'est un petit peu inquiétant quand même pour Aston Martin. On en parlait avec Jérém la semaine dernière quand il y a commencé à avoir ces rumeurs de départ d'Andy Cowell, qu'il y ait encore, à quelques mois seulement, et dans la finalisation de la voiture de 2026, eh bien, qu'il y ait autant de désaccords, qu'on ne voit pas en haut de la chaîne, eh bien, j'ai envie de dire, une équipe unie. Surtout quand tu as Adrian Newey. La peur que j'ai, et je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que Adrian Newey prenne trop de pouvoir et ne se concentre pas seulement sur une partie dont il est maître absolu. Et le fait de s'éparpiller comme ça, moi j'ai pas été réjoui en fait. J'ai pas vraiment été réjoui par le fait qu'Adrian Newey soit nommé team principal. J'étais vraiment très étonné, j'étais en train de me dire... Oula, faudra pas se louper parce qu'il y a tellement d'investissements et ce genre de move ça peut vraiment mettre à mal Aston Martin. Aston Martin, c'est le projet le plus sexy, on va pas se mentir, c'est le projet sur lequel on a le plus d'attentes en Formule 1 par son par son line-up de pilotes. Bon, ça c'est tout à fait personnel, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt là. J'adore Lance Stroll. Mais de par l'arrivée de la motorisation Honda, de par les recrutements en termes de matière grise, faut voir le recrutement qui a été fait par Aston Martin sur ces 4-5 dernières années. Dès qu'un ingénieur pop, c'est eux qui le récupèrent. La Cardile pour le dernier nommé. On attend de voir justement comment ça va pouvoir fonctionner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire, et j'ai oublié de parler des infrastructures, mais ça rentre bien sûr en ligne de compte, mais ce qui est sous-jacent, c'est que tu as un troisième team principal en 3 ans, en Formule 1, c'est quasiment du suicide, et vraiment, quand on connaît, nous ça fait longtemps qu'on suit Adrian Newey, on le connaît pas personnellement, mais c'est quelqu'un c'est comme tous les génies, il est un petit peu dans sa bulle, et est-ce qu'il est capable de faire le travail politique d'un Zak Brown, le travail politique d'un Toto Wolff, le travail politique d'un Fred Vasseur aussi. Voilà, pour moi, c'est Zizou, quoi. C'est le numéro 10, c'est celui que tu couvres, c'est celui que tu mets au cœur du jeu. Mais est-ce que c'est celui que tu vas envoyer systématiquement devant la presse ou aller négocier? Ça, je suis moins sûr. Ça rappelle également par rapport à Adrian Newey que Ferrari ne l'avait pas pris pour des bonnes raisons, pour les mêmes raisons en fait finalement qu'on est en train de voir. Newey allait prendre beaucoup de place du côté de chez Ferrari. Newey voulait sans doute plus. Alors je critique du pouvoir, pas je Newey. Pense. Je critique pas la volonté de pouvoir d'Adrian Newey. Cependant, chez Ferrari, oui, effectivement, on comprend mieux pourquoi Frédéric Vasseur n'a pas continué, n'a pas vendu. Regarde, vous aimeriez imaginer faire la Scuderia donner départ à Adrian Newey? Non, c'était pas possible. Non, on pouvait pas gérer ça. Donc il y a aussi à ne pas oublier du côté de chez Aston Martin également que Aramco est là. Il y a beaucoup d'investissements. Tu parlais des projets. Il y a également les infrastructures qui ont été refaites totalement à neuf. Il y a une nouvelle construction aussi également. Normalement, d'ailleurs, pour tout vous dire, le reveal Aston Martin devrait être en Arabie Saoudite et non pas à Silverstone. Logique. Force de pouvoir de l'Arabie Saoudite et donc de Aramco. Donc tout ça en cumulé fait que on comprend mieux pourquoi en fait Aston Martin. Moi, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à Aston l'année prochaine. Pour moi, ça doit remporter des grands prix. Pour moi, il n'y a pas de moins à espérer pour Aston. En tout cas, sur les 2-3 prochaines années, c'est exactement ça. Ça doit gagner des grands prix. C'est ce qui a été mis en place. C'est pour ça que Lawrence Stroll a dépensé autant d'argent et a aussi su être convaincant pour essayer justement d'attirer. Tu parlais d'Aramco. Aramco peut avoir une part très importante justement dans ce biocarburant qui va être insufflé dans les voitures à 100% l'année prochaine. On sait qu'Aramco est en avance par rapport aux autres fournisseurs de carburant. Ça peut être une donnée très importante. Adrian Newey en a parlé, notamment il pense que le carburant qu'on pourrait retrouver, tu sais, une situation comme dans les années 90 où il y avait certains fournisseurs carburant pneumatiques différenciés qui pouvaient justement apporter un avantage. On espère, moi ça me rappellerait des belles heures en tout cas de la Formule 1. Honda, on le rappelle, c'est quand même l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure unité de puissance sur ces dernières années. Un Fernando Alonso qui a toujours la dalle et puis une équipe de techniciens folles. Maintenant il va falloir trouver cette osmose. C'est là aussi où l'aspect management il est important parce que tu peux
individuellement prendre les meilleurs ingénieurs, les meilleures têtes pensantes de la Formule 1, mais si tu n'as pas une personne qui fait l'unité de tout ça et qui fait que tout le monde va travailler ensemble avec ces nouveaux outils, là ça sera un petit peu plus compliqué. Donc c'est là où il y a quelques doutes pour Aston. Ça rappelle Otmar Szafnauer qui avait dit qu'Aston Martin c'était le capitalisme à l'état pur. Bon, après, la Formule 1 aussi. La Formule 1, il est culotté. Alerte spoiler. Spoiler, la Formule 1 c'est communisme. Merci beaucoup Otmar. Merci beaucoup pour cette intervention de génie. Mais bon, en tout cas, Otmar Szafnauer, je sais même pas ce qu'il fait d'ailleurs, mais qui était anciennement d'ailleurs. Il cherche à remonter un. Alors ça, c'est une histoire assez drôle. On a eu quelques contacts ces dernières semaines, non pas avec Otmar Szafnauer, mais avec des gens qui le représentent. Il cherche à remonter une structure F1 et il avait pour objectif de racheter la Team Enstone. Voilà, la Team Alpine. Tout le monde veut racheter, mais Renault n'est pas vendeur. Renault n'est pas vendeur. Et ça permet aussi de rappeler que Renault, non, n'est pas vendeur et que toutes les rumeurs, fausses rumeurs qu'il peut y avoir autour de Hightech Grand Prix allait racheter Renault, l'écurie, non, ça a toujours été faux. Il faut surtout comprendre qu'aujourd'hui, les écuries de Formule 1, à commencer par Mercedes, dont Toto Wolff vient de vendre des parts de sa holding pour justement vendre des parts de Mercedes, c'est plus de 6 milliards. 6 milliards Mercedes. C'est bon, t'as appelé ton banquier ce matin? Non, mais j'ai pas mon banquier, mais c'est pour ça que moi j'ai jamais compris pourquoi une écurie vendrait aujourd'hui, surtout pourquoi un constructeur automobile vendrait aujourd'hui son écurie. Il y en a aucun intérêt, surtout que la valeur ne cesse de monter. Nous sommes dans une ligue fermée, donc le produit, surtout sur un produit qui est, pour le coup, excusez-moi de le dire, mais parfaitement géré par la FOM du point de vue marketing et valorisation est énorme. Donc ça sert à rien pour un constructeur aujourd'hui de vendre parce que ça va cesse de s'accroître. J'ai fait tomber les coussins. Je suis désolé pour les décors, mais voilà, ça va aller mieux. C'est clair. Autre news aussi également, et celle-là, elle est plutôt fraîche. C'est Leonardo Fornaroli qui c'est tombé ce matin. Exactement. Alors dans un premier temps, je voulais parler du fait qu'il a gagné le titre F2. Leonardo Fornaroli, qui est un pilote que j'adore, je trouve qu'il est absolument sous-coté. Je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui finalement pourquoi il n'avait pas d'opportunité Formule 1 ou du moins d'être soutenu par une écurie au moins de Formule 1 dans un programme de jeunes pilotes. Et puis finalement, Leonardo Fornaroli, 20 ans, à peine titré champion de F2 et champion F3 sortant l'année passée, a signé du côté de chez McLaren, dans le McLaren Driver Development Program, avec notamment Richard Verschoor qui a rejoint également dans le même temps l'académie McLaren. Il y a également le jeune pilote de karting qui est champion d'Europe FIA Karting 2025 qui s'appelle Christian Costoya. Jeune espagnol il me semble, Christian Costoya. Mais Leonardo Fornaroli, champion de F2. Alors tu parlais de la F2 justement il y a quelques instants. Il rejoint la liste ultra prestigieuse comme Fornaroli des pilotes capables d'enchaîner F3 plus F2, donc avec Leclerc, Russell, Piastri, Bortoletto. C'est vrai que les cités ont fini en Formule 1. Fornaroli, non, surtout qu'il a fait son parcours en ayant été soutenu par aucune écurie de Formule 1. Est-ce que c'est pas un petit peu triste? Ah non, c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. On avait suivi ensemble le parcours de Théo Pourchaire, champion de F2, qui malheureusement n'a jamais eu sa chance, qui rebondit l'année prochaine, notamment avec le programme Stellantis en FE et en WEC. Mais non, pour Fornaroli, c'est vraiment d'une tristesse infinie parce que tu l'as égrené cette liste. Mais je disais tout à l'heure, les formules de promotion ne montrent pas forcément, ne mettent pas toujours en exergue les meilleurs talents. Moi, j'ai l'impression que cette génération 2000 de F2 2025 est un petit peu sous-cotée. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de rookies qui sont arrivés en Formule 1 qu'on a un petit peu détourné le regard de cette saison de F2. Il a été très très bon, je le trouve très très frais et pétillant aussi dans sa manière d'agir. Le moment où il apprend justement qu'il est titré, j'ai beaucoup aimé. Il a 20 ans, ça veut dire qu'il reste encore très très jeune. Est-ce qu'il aura une place? Est-ce que rentrer dans l'académie McLaren, ça t'ouvre vraiment des portes? Faudra voir justement l'avenir du duo Piastri-Norris et je pense qu'on aura une réponse après Abu Dhabi, ça c'est une certitude. Mais non, en effet, c'est une poursuite de carrière un petit peu en pointillé. L'énorme problème, c'est que lorsque tu es champion de F2, tu ne peux plus concourir dans la catégorie et que t'es un petit peu arrêté. T'es obligé de, entre guillemets, redescendre d'un cran par rapport à la Formule 1. Alors, est-ce que ça peut lui ouvrir une place en Formule E avec McLaren? On sait que McLaren, ils sont partis. Excuse-moi, désolé. C'est une énorme bêtise. Tu vois, je suis que d'un œil extérieur. Mais en tout cas, ils arrivent en WEC, ça j'en suis sûr. Et est-ce que ça peut lui offrir du temps, entre guillemets, une place en attendant que quelque chose se déroule pour lui à voir?
Pour McLaren, c'est une excellente prise parce que tu parlais effectivement du WEC et également aussi ne pas oublier l'IndyCar parce que là il récupère McLaren, un pilote qui est champion de F2 et champion de F3 qui a montré beaucoup de choses avec une certaine force, une certaine régularité, une grosse intelligence de course à seulement 20 ans. Donc pour McLaren, c'est une aubaine de pouvoir aller récupérer un pilote comme Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor. Je pense qu'ils le prennent plus particulièrement pour une aventure dans le WEC. Même chose pour Fornaroli qui là maintenant aura de... Je pense que s'il signe chez McLaren, c'est parce qu'il sait qu'il peut aller dans un gros programme, pas seulement en Formule 1, le duo Piastri-Norris. Bon, sincèrement, à mon sens, il n'est pas sûr et certain d'aller au-delà de 2026 au vu de la situation des Papaya Rules, à quel point ça a pu être destructeur pour Piastri plus particulièrement, et même pour Norris, on l'a vu au Grand Prix du Qatar. Donc pour Leonardo Fornaroli, c'est une magnifique opportunité aussi, et à l'exemple, le contre-exemple étant justement Alex Dune, parce qu'il prend la place de Alex Dune du côté de l'académie McLaren. Alex Dune a quitté le McLaren Driver Programme McLaren Driver Programme là parce que il n'allait pas avoir d'opportunité Formule 1. Alex Dune. Il a quitté. Fornaroli, je pense qu'il est nettement plus intelligent pour se dire au vu de ma situation, je vais pas me fixer seulement comme objectif la Formule 1, c'est bien beau, bien sûr, mais le WEC et l'IndyCar, c'est quand même très très bien. Je rappelle qu'en IndyCar, vous êtes payé. En Formule 1, vous êtes payé. Ce sont des jeunes pilotes qui ont investi énormément d'argent par leur famille. On parlait d'Isaac Adjar justement auparavant. S'ils peuvent avoir un bon retour sur investissement dans le futur, même un futur proche, seulement à l'âge de 20 ans, il faut aussi prendre ça en compte. Donc la Formule 1, c'est une chose, mais il faut aussi comprendre qu'il faut espérer un avenir constant aussi financièrement. Tu parlais de Formule I justement avant. Pour des jeunes pilotes, étudier l'idée d'aller en Formule I, même s'il y en a pour qui la Formule I est immonde, ce que je ne comprends pas, mais bon, c'est un autre débat. Mais en Formule I, vous êtes très bien payé quand vous êtes pilote. Donc pour un jeune pilote, notamment Zayn Maloney, il est chez Lola Yamaha en Formule I. Ah bah là c'est bon, hein. Villa aux Bermudes, hein. Y a pas de souci. Hein. Donc, Mais t'as raison de le dire parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent peut-être pas assez, mais c'est que avant d'arriver en Formule 1, Formule I, WEC, enfin voilà toutes les grosses disciplines aujourd'hui qui professionnalisent justement le statut de pilote, les pilotes payent pour concourir. Là il y a la possibilité avec ce contrat justement à la McLaren Driver Development, c'est la possibilité justement d'être payé d'être payé pour apprendre aussi parce que ça veut dire que tu vas faire beaucoup d'heures de simulateur, peut-être justement des TPC, peut-être justement des séances d'essai libres aussi dès la saison prochaine parce qu'on rappelle il y a 2 séances qui sont 2 séances par baquet qui sont données justement à des jeunes pilotes. Donc non, il a raison, il faut tenter le coup à fond. Lui il revient de loin, il n'a pas eu de Driver Academy justement qui l'a suivi, c'était l'occasion ou jamais de signer. Est-ce qu'il arrivera en Formule 1? Il lui faudra un petit coup de pouce du destin et puis il lui faudra être performant. Donc c'est la meilleure chose on va dire pour lui pour attendre et voir un petit peu ce qui va se passer. Puis tu l'as dit avec les engagements de McLaren à gauche et à droite, il y aura une place pour lui in fine. Et puis normalement il devrait faire potentiellement, j'en ai pas la confirmation, mais les essais d'après-saison. Ah bien. Les essais d'après-saison pour Leonardo Fornaroli, il fera des essais TPC. Pour tout vous dire, il était en discussion avec Ferrari et il était en discussion avec Audi également. Ferrari, un pilote italien, c'était un peu logique. Et cependant, je trouve que les académies se sont réveillées très tard sur Leonardo. Et c'est le cas pour beaucoup de mecs. Hein. Je pensais au Français Théophile Naël qui a été excellent à Macao, qui a toujours pas non plus de structure qui le suit. On voit que les conditions de suivi sont drastiques. Je pense à Victor Martins. Je pense aussi également à Alessandro Giusti avec Williams. C'est pas tout à fait la même manière de fonctionner qu'on a pu connaître par le passé. Ouais. Exactement, voilà un peu pour la F2 et pour justement Leonardo Fornaroli, même pour Richard Verschoor, quoi que certains disent, c'est un bon choix pour McLaren d'aller le prendre et justement de l'implanter avec le projet WEC à mon sens, bien sûr les copains. Dernière news de ce push mag avant de passer au cœur bien sûr du débat, c'est le titre. Pour Sébastien Ogier. Wow. Alors je sais pas si tu suis beaucoup le WRC, ça qu'on en a jamais moins parlé. Que toi, ça c'est sûr que moins que toi. Après, toujours d'un œil extérieur, c'est-à-dire que je me mets pas devant ma télé pour suivre les rallyes, mais je regarde les résultats. C'est marrant parce que c'est bien ce qui se passe là pour WRC en France avec ce 9e titre de Ogier. Parce que j'ai l'impression que c'est une discipline qui est moins télévisuelle, on va dire, que la Formule 1 et que d'autres disciplines. C'est très très long. Pour tout vous dire, le WRC est vraiment en train de réétudier comment on va diffuser le WRC et quels vont être les formats à l'avenir, comment vont être les rallyes, même d'ailleurs avec un calendrier peut-être un peu plus concentré. Le WRC va très mal, et à un point qui est dramatique pour un championnat du monde de toute façon, et surtout le championnat du monde des rallyes qui est
pour moi le championnat peut-être le plus spectaculaire dans le sport auto à l'heure C'est actuelle. le truc le plus fou. Le truc le plus fou, j'ai eu l'immense chance grâce à Hyundai, je les remercie encore d'avoir pu rouler en co-drive dans une WRC avec Denis Sordo. C'était la plus belle expérience sport auto de toute ma vie. Et c'était à Monza, ça a été 10 minutes extrêmement intenses, donc ouais, je le remercierai jamais assez, mais d'où mon intérêt encore plus pour le WRC. Et c'est vrai que malheureusement le WRC va très mal, il n'y a que 2 constructeurs qui sont engagés bien sûr, un troisième qui est Ford, mais que c'est pas en tant que team officiel, c'est avec M-Sport, donc on a Toyota et Hyundai. Hyundai n'est pas sûr de rester pour la nouvelle génération 2027, sauf qu'il y a un motif énorme d'espoir avec beaucoup de constructeurs, notamment d'antan, qui était impliqué dans le championnat du monde des rallyes, qui envisage de revenir avec la nouvelle réglementation. Ça, on en parlera dans un autre push lab parce que c'est très long à expliquer. Mais il y a de l'espoir pour le futur du WRC. Aujourd'hui, le WRC va très mal. Il faut que tout se confirme après pour 2027. Mais c'est vrai que de toute façon, le titre de Ogier est juste magnifique. 9 titres, bien sûr, avec Sébastien Loeb. Le premier titre aussi également, hommage à Vincent Landais, parce que c'est son premier titre de champion du monde pour le copilote de Sébastien Ogier. Avant, c'était sur les 8 autres précédents, c'était Julien Ingracia. Il a fait un magnifique travail, Vincent Landais. Et aujourd'hui, la question est de savoir quel va être l'avenir de Sébastien Ogier. Alors, il ne fera pas de saison complète en 2026, ce qu'il n'a pas fait en 2025. Il n'a pas besoin, de toute façon. A besoin. Il restera sur un programme partiel chez Toyota et il choisira ses rallyes en fonction des vacances de son fils aussi également. C'est pas une blague, mais c'est juste une question de logique également. Et il veut également un calendrier qui est plus clair, pas de rallye pendant les vacances scolaires allemandes, environ dimanche la saison prochaine, et mettre fin aux critiques disant qu'il ne vient que quand c'est facile. Le message est limpide, il continuera par passion, mais pas pour le volume. Alors ça reste un exploit de toute façon, le titre de Sébastien Ogier, c'est immense parce que c'est incroyable. En programme partiel, tu viens les poutrer les autres. Désolé, faut que j'emmène mon fils à l'école. Je pourrais pas être là la semaine prochaine, mais par contre, je viens vous tarter la semaine d'après. C'est quand même dingue. C'est un petit peu ça. Donc ouais, ça montre à quel point il est le GOAT aujourd'hui. Pilote le plus titré avec Sébastien Loeb de l'histoire du sport auto, des compétitions FIA, c'est quand même juste exceptionnel et je te dis là où ça fait du bien je trouve à la discipline, c'est que en fait depuis lundi on en parle. Ce week-end j'avais même l'impression que c'était un événement certes en parallèle du Grand Prix du Qatar, mais un événement dont tout le monde a parlé parce que c'est un événement historique et moi je suis content pour le bonhomme. Je sais qu'on l'avait rencontré ensemble, chez Red Bull, c'est ça, pour la diffusion de son reportage, et c'est vrai que c'est un personnage qui est un petit peu moins aimé que Sébastien Loeb, parce que Sébastien Loeb il représente les Français quoi. Sébastien Loeb, tu sais, il y a une part de franchouillardise, il y a une part de bonhomie, il y a une part d'humour, il y a une part de côté taquin. Sébastien Loeb, il est rentré dans les foyers, je veux dire, même ma mère le connaît, tu vois. Alors que Sébastien Ogier, il est un petit peu plus froid, peut-être un petit peu moins médiatique, et je trouve ça magnifique en tout cas que après toutes ces années, il ait justement réussi à égaler Loeb. Et j'ai adoré surtout sur Canal, pour pas les citer, les diffuseurs, on a eu la réaction de Sébastien Ogier qui était très sympa, un petit peu taquin, et on a eu la réaction aussi de Sébastien Loeb que j'ai trouvé très taquin, et on voit toujours qu'ils sont animés tous les deux de cette rivalité qui avait pourri la vie à Citroën et à Sébastien Ogier d'ailleurs, mais voilà, c'est une magnifique histoire et c'est une histoire française, donc on adore aussi. Hâte de voir aussi si oui ou non il y aura une nouvelle bataille Sébastien Loeb, Sébastien Ogier sur le rallye Monte-Carlo. Au Monte-Carlo il y a 2-3 ans là, il nous avait offert un sacré... C'était en 2021 ou 2022 ou 22 je crois, il me semble, ça va être un spectacle de 2022 c'était après Abu 2021 je m'en souviens. Mais il y a des marqueurs dans la vie comme ça, tu sais. C'est Jésus-Christ et puis là on est à l'an 4 et Michael Masi après derrière, voilà. L'an 4 après Michael Masi, donc voilà, en tout cas moi j'espère qu'il y aura une nouvelle bataille un jour de Loeb et Ogier qui veulent revenir. Ogier, je pense qu'il fera le rallye Monte-Carlo, c'est pas acté de toute façon, clairement, et Loeb pas du tout acté puisque alors, il y a aussi le Dakar, faut pas oublier. Ouais, exactement. Mais quand même terrible pour des garçons comme Neuville, comme Evans. Tu te dis. La saison de Hyundai, alors t'as peut-être pas vu toute la saison, mais Hyundai c'était très dur. C'est très compliqué, d'accord. Là, Neuville a gagné le dernier rallye en Arabie Saoudite, mais sinon c'était une catastrophe toute l'année. Pour Evans, éternel deuxième, je crois qu'il fait 5 saisons à être deuxième, le polydor, le pauvre. Il y en a qui n'ont peut-être pas la ref, c'est vrai, je suis en train d'y penser, mais c'était un mec au Tour de France que les Français adoraient, mais qui n'a jamais rien gagné. Qui n'a pas gagné le Tour de France, qui était toujours deuxième. Et donc, voir comment les choses vont évoluer sur la question du WRC, mais on en parlera dans un prochain push là. Bon, je sais que vous voulez du sang. La question, elle est là. Est-ce que McLaren
est en train d'offrir le titre à Max Verstappen. Alors j'imagine que tu en as très longuement parlé dans Paddock Pass avec Hamza et Brice, bien sûr, mais on peut de nouveau en reparler, surtout à quelques jours forcément de ce Grand Prix du Qatar qui s'annonce absolument, de ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui s'annonce absolument passionnant. Le pire ennemi de McLaren, c'est McLaren, épisode 76. Très clairement, comment est-ce possible? Comment est-il possible de voir une écurie autant se saborder et autant gâcher la course de ses pilotes depuis le début de cette saison 2025? McLaren ne cesse d'une certaine manière d'être dans un certain laxisme et un jeu d'équité perturbant ainsi la bataille pour le titre mondial entre Lando Norris et Oscar Piastri. Cette fois-ci au Qatar, alors que Lando Norris pouvait être titré champion du monde, McLaren s'est totalement loupé dans sa stratégie, offrant sur un plateau non pas d'argent mais en or la victoire de Max Verstappen. Nouvelle faute professionnelle à mon sens, permettant ainsi à Max Verstappen, deuxième du championnat, de rester en vie dans la lutte pour le titre mondial. Pire encore, de ne revenir qu'à seulement 12 points de Lando Norris à seulement une course de la fin. Oui, pour la première fois depuis le tumultueux Abu Dhabi 2021, un titre de champion du monde va se jouer à Yas Marina. McLaren enchaîne bourde sur bourde, surtout après une double disqualification au Grand Prix de Las Vegas. Et la question n'est plus essentiellement de savoir si Verstappen peut devenir champion du monde, mais non, la question est de savoir si McLaren peut encore sauver le titre qu'elle aurait dû sécuriser d'ailleurs bien plus tôt. Avant même de parler de la question du Grand Prix du Qatar, est-ce que toi t'es pas choqué dans la globalité de la saison? Alors je sais, tu fais un peu l'avocat du diable de McLaren. Bon, mais est-ce que t'es pas quand même circonspect, choisissons des grands mots, de voir McLaren autant fauter cette saison? Si, alors moi, je vais te dire, mon analyse avant Las Vegas, c'était de dire que je suis pas un fanat des Papaya Rules parce que pour moi c'est pas l'esprit de la Formule 1 tel que je l'aime, mais ça se défend d'un point de vue McLaren, bien puisque à la différence des luttes internes chez Mercedes ou chez McLaren par le passé, on n'a pas vu d'accrochage entre les deux pilotes et on peut dire que l'entente entre les deux pilotes, elle a été plutôt pas mal gérée. Malgré tout, moi je suis un anti-Papaya Rules parce que j'aime bien la théorie de la main invisible, j'aime bien quand on laisse les choses se faire, j'aime bien quand on laisse les batailles se faire. 2014 et 2016 ont été deux saisons extraordinaires parce que Mercedes a laissé ses pilotes se battre et est intervenu uniquement au moment où justement ça avait un petit peu dérapé et dépassé un petit peu les limites. Donc on a été privé un petit peu de ce spectacle. C'est pour ça que j'en veux en tant que fan à McLaren, mais en tant qu'observateur pragmatique, je peux me dire aussi qu'ils ont leur raison d'appliquer les Papaya Rules et que ça peut s'entendre quand on voit la gestion Norris-Piastri. Avant Las Vegas, moi j'étais beaucoup plus critique vis-à-vis des deux pilotes. Piastri et Norris sont pas obligés non plus d'obéir aux Papaya Rules. Piastri et Norris peuvent aussi se rebeller. Pour moi, la quête d'un titre de champion du monde, c'est être un conquérant. C'est-à-dire qu'on ne te le donne pas, c'est toi qui vas le chercher. Le meilleur exemple, c'est Max Verstappen 2021 avec cette lutte face à Lewis Hamilton. Et que j'ai trouvé depuis le début de la saison que Norris et Piastri n'ont pour moi pas été assez conquérants, n'ont pour moi pas été assez dans l'archétype de ce que doit être justement un champion du monde. Depuis Las Vegas, les choses ont pas mal changé. La double disqualification, elle change absolument tout pour Lando Norris, elle change absolument tout pour un titre pilote McLaren, et c'est une faute qui vient de l'écurie. Donc ça, on est obligé de les condamner. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est pour moi les Papaya Rules poussés à leur extrême, c'est-à-dire de choisir. Pour ne pas aider l'un des deux pilotes ou ne pas favoriser l'un des deux pilotes, on a décidé de les sacrifier tous les deux. Parce que c'est ça qui s'est passé en fait au 7e tour. Lorsque la safety car rentre, il y a la possibilité, si tu suis l'esprit des Papaya Rules, il n'y a qu'un seul choix pour McLaren à ce moment-là, c'est soit faire le double stack, le double arrêt, soit ne pas arrêter les deux pilotes. Tu ne pouvais pas splitter les arrêts parce que sinon tu sais qu'il y en a un qui aurait été forcément avantagé par rapport à l'autre. Ils n'ont pas voulu faire ce double stack tout simplement parce qu'ils n'avaient pas confiance peut-être dans leur pistolet, dans leur exécution, parce qu'elle reste très critiquable, notamment dans les arrêts au stand sur cette deuxième partie de saison, et ils n'avaient pas peur de sacrifier Lando Norris à cet effet. Donc du coup, pour ne pas avantager Oscar Piastri ou ne pas sacrifier Lando Norris, ils n'ont pas avantagé et ils ont sacrifié les deux pilotes. Et ça, par contre, on peut leur reprocher. Maintenant, des pilotes qui ont désobéi à leur écurie, il y en a eu plein dans l'histoire de la Formule 1 et Vettel, Red Bull avec le Multi-2-1. Et quelque part, tu te dis que ceux qui à un moment donné ont désobéi, c'est ainsi qu'ils ont construit aussi leur titre de champion du monde. Donc c'est pour ça que je vais être un petit peu équilibré. Maintenant, là on est en train de faire cette émission à quelques jours de la finale qu'on attend tous comme des oufs à Abu Dhabi. Si en effet t'as pas de pilote McLaren qui est titré à l'issue de cette saison, je serais très critique vis-à-vis des pilotes, mais de par ce que je viens de te dire, il y aura aussi de grosses critiques à tirer par rapport à McLaren. En fait, c'est plutôt ça, moi, que je suis d'accord avec toi sur la question du reproche à faire à McLaren, sur la question du jeu d'équité. C'est pas la Formule 1 qu'on aime voir dans la globalité. Pourtant, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, dans le sens où si on doit gagner,
faisons-le juste de la manière juste et de la manière la plus rapide à réaliser. Sauf que en fait, cette saison, on comprend pourquoi McLaren veut faire ce jeu d'équité. Ce fameux jeu, on va jusqu'à dire qu'on veut mourir avec nos valeurs au point de laisser gagner presque Max Verstappen. Sauf que la problématique, c'est que ce jeu d'équité, on voit qu'il est faible pour McLaren aujourd'hui. Il est totalement caduque par rapport à ce jeu d'équité, les Papaya Rules. Parce que s'il n'y avait pas eu ces Papaya Rules qu'on a eu depuis le début de la saison, le double stack aurait sûrement été fait, Bien sûr. aurait sûrement été tenté. Et au pire, un pilote aurait été sacrifié. Maintenant, on arrive à une situation où à Abu Dhabi, à cause de ce jeu d'équité, Max Verstappen a effectivement remporté ce Grand Prix du Qatar. Piastri, qui devait remporter ce Grand Prix du Qatar, qui était l'immense favori, est arrivé deuxième. Et Lando Norris a terminé quatrième par rapport à un jeu de stratégie qui a été aussi mauvais de la part de McLaren. Et bien sûr, on va mettre en faute, bien sûr, Lando Norris, et on en parlera après. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, quand on va arriver à Abu Dhabi, on va reparler de quel scénario il peut se passer du côté de Abu Dhabi. Mais à Abu Dhabi, il y a un scénario plus particulièrement où Piastri va devoir aider Lando Norris, de toute façon. Alors, il va arriver, il peut arriver ce scénario. Il peut arriver Est-ce qu'il le fera ? Et est-ce qu'il le fera là aussi ? Et donc là, veut dire que toutes les papaya rules qu'on a fait cette saison, elles n'auraient servi à rien. Ça n'aurait servi à rien. Et c'est en ça où en fait moi j'en veux beaucoup à McLaren, et je parlais beaucoup notamment précédemment dans la saison du fait que si Norris ou Piastri deviennent champions du monde, ça peut devenir des yaourts nature sans saveur. Des champions du monde yaourts nature sans saveur. Par ce jeu de papaya rules, par ce jeu d'équité. Et c'est ça en fait moi qui me rend très friable par rapport à McLaren. C'est-à-dire que le premier titre qui peut arriver pour Norris ou pour Piastri, on sera là en mode bravo pour ton titre. Alors qu'on doit célébrer ça doit être une célébration, mais il y a un goût amer en fait finalement par rapport à un potentiel titre de Norris ou Piastri, alors qu'encore une fois ce sont deux pilotes extrêmement talentueux. Mais la faute aussi à Max Verstappen qui est tellement extraordinaire dans cette saison qu'en fait même si tu n'aimes pas Max Verstappen, tu es obligé de reconnaître aujourd'hui son talent, tu es obligé de dire c'est lui le meilleur pilote, actuellement sur la grille, et c'est peut-être lui le plus méritant. Je pense que tous les romantiques qui suivent la Formule 1, qui sont dépassionnés, qui n'ont pas un regard de fanatique derrière Norris, derrière Piastri, derrière Verstappen ou d'autres, justement se disent le plus méritant aujourd'hui c'est Max Verstappen. Maintenant, tu as dit quelque chose de très intéressant sur la communication autour des Papaya Rules et la communication de McLaren. Pour moi, elle ne fait qu'affaiblir les deux pilotes et renforcer Max Verstappen. Quand on dit nous on est prêt à mourir avec nos idées et de laisser Max Verstappen devenir champion du monde que se travestir pour aller chercher un titre, pour moi il donne de la force à Max Verstappen. On voit que chaque pic de Max Verstappen il est dirigé vers McLaren et que Zak Brown, Andrea Stella et les deux pilotes les prennent pour eux. Quand Max Verstappen dit le week-end dernier ils ont qu'à m'appeler Chucky parce que Zak Brown avait dit dans un podcast jeudi dernier que justement il est un petit peu comme ces méchants dans les films d'horreur, c'est-à-dire que quand tu crois qu'il a disparu c'est là qu'il réapparaît et qu'il est terrifiant. Voilà, je trouve que McLaren se met la pression toute seule par sa communication, par sa gestion, et à un moment donné le problème c'est que c'est un peu une politique aussi de bisounours, c'est-à-dire qu'on a envie de tenir les mecs en laisse, sauf que des pilotes de F1 tu les tiens pas en laisse, il faut les laisser justement en découdre. Et puis voilà, donc moi je te rejoins là-dessus. Par contre il faudra voir la fin de l'histoire. J'attends vraiment la fin de l'histoire avant de la juger. Et si à la fin de l'histoire, c'est Oscar Piastri ou Lando Norris qui est champion du monde, il faudra aussi les respecter en tant que champion du monde. Parce que c'est pas un titre à galvauder. Alors pour beaucoup, c'est peut-être pas les personnages de la next-gen qu'on imaginait être champion du monde en premier. Peut-être que certains s'attendaient plus à Leclerc, à Russell ou à d'autres. Mais à un moment donné, Lando Norris est un personnage assez particulier. Ce sera un champion du monde assez anachronique et assez particulier de par son parcours, sa vie, de par ce qu'il souhaite entre guillemets défendre. Piastri est peut-être un animal un petit peu plus connu de l'histoire de la Formule 1, mais quoi qu'il arrive, si l'un des deux est champion du monde, il faudra le respecter en tant que tel et ne pas oublier qu'on est à une époque de monstres sacrés. On a suivi Lewis Hamilton, on a suivi Max Verstappen, on a suivi Sébastien Vettel, Fernando Alonso et consorts, Kimi Raikkonen et consorts, et que peut-être en effet le goût du titre d'un Norris ou d'un Piastri serait un peu moindre, mais parce qu'on a connu ces gars-là aussi à côté, et on les compare avec ces gars-là. Exactement, en fait on a connu ces pilotes que sont Hamilton, Vettel et Fernando Alonso, et en fait la manière dont se passe cette saison crée une sorte de dépréciation de ce titre de 2025, non pas par la faute des pilotes, alors même si tu parles un peu de la faute des pilotes, mais moi particulièrement je suis très critique par rapport à McLaren, parce que les Papaya Rules ont gâché effectivement cette bataille pour le titre,
je pense que les fans de McLaren aujourd'hui, au-delà de la question du titre qui est réellement remis en jeu pour Norris ou pour Piastri, ils sont en mode bah ouais, mais là on a vu des pilotes parfois qui étaient sur la retenue. Et je prends l'exemple de Max Verstappen au Grand Prix d'Italie 2025 où du coup Piastri et Norris réinversent les positions par cause de l'arrêt raté de Norris Norris je suis pas d'accord avec cet avis-là. Mais tu vois, Verstappen il rigole. Bien sûr, il rigole, il est en mode mais il se fout. Ça le renforce. Complètement fou. Et c'est à l'époque au Grand Prix du Brésil 2022 où en gros Red Bull avait demandé à Verstappen de laisser passer Perez pour sécuriser le titre honorifique de Perez de vice-champion du monde. Verstappen, il pouvait le faire. Il a refusé. Il est hors de question de relaisser passer quelqu'un ou de laisser passer quelqu'un. C'est pas dans sa nature. Donc quand tu regardes ce que fait McLaren, lui il est en mode mais ils sont complètement tarés au fait de faire ça quoi. Donc et je rebondis même par rapport à Norris. Ça me rappelle ce que tu as dit par rapport à on veut devenir champion du monde. Il faut aller le chercher. Norris à Singapour, le contact qu'il fait avec Oscar Piastri. Ça, tu vois, c'est un gars qui veut devenir champion du monde, qui accepte d'aller parfois à l'encontre de certaines situations d'équipe, de jeux d'équipe, au point d'aller au contact avec son coéquipier. Malheureusement, au Canada, il s'était totalement loupé. Il avait, par sa faute de toute façon. Mais là, on a vu un Norris qui était beaucoup plus en confiance. Malheureusement, parfois, il y a toujours quelque chose qui ramène Lando Norris sur terre chez McLaren, à savoir, ou plutôt plus bactère, avec des erreurs stratégiques et ainsi de suite. Et quand tu regardes quand on va arriver à Abu Dhabi, j'ai encore le sentiment que McLaren, ils vont arriver en tremblant. Et pas en confiance. Alors que c'est eux qui ont la balle de match. Si on avait dit l'inverse, on avait dit un pilote, pas Ferrari, mais genre Mercedes ou bien sûr Red Bull avec Max Verstappen dans la situation de Norris, on aurait tous été il va devenir champion. Complètement. Là, il y a un énorme doute parce que la dynamique ne va pas avec McLaren, la dynamique ne va pas avec Oscar Piastri. Lando Norris c'est un petit peu différent parce qu'il y a une deuxième partie de saison qui est quand même bien menée. Moi, j'ai bien aimé quand même. On va se dire les choses, que ici on se dit les choses. Moi, je suis pas fan de Lando Norris et j'ai jamais apprécié le pilote, le personnage, l'homme ou quoi que ce soit. C'est moi ma vie personnelle et ça vous intéresse très très peu. Par contre, je reconnais cette année que Lando Norris a passé un cap par rapport à l'année dernière. Je trouve qu'il fait preuve d'une certaine force de résilience. Ce qui se passe après le Canada, moi j'étais presque à l'enterrer et il a réussi justement à refaire son retard. Ce qui s'est passé à Zandvoort avec la casse moteur, il a réussi justement toujours à rebondir. Mentalement, c'est quand même très très fort, surtout qu'il est quand même l'objet de critiques parce qu'il n'incarne pas ce grand champion, parce qu'il le dit, lui il veut être un champion, on va dire classe, un champion respectueux, et ça le public de la Formule 1 n'aime pas forcément ça, donc on va dire qu'il a pris un retour de bâton aussi d'un point de vue médiatique sur le sujet. Je voulais insister sur une chose que tu as dit et qu'on entend beaucoup. On dit beaucoup, McLaren a raté son arrêt sur Lando Norris à Monza et donc du coup c'est pour ça que Piastri a redonné la place à Lando Norris. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là qui me semblait être un petit peu simpliste et qui fait naître beaucoup de théories du complot derrière ou sur le fait qu'on puisse avantager justement Lando Norris. Sur la théorie du complot, moi j'y crois pas. Oui, non mais voilà, on est d'accord là-dessus de toute façon. Bien sûr, on est complètement. C'est ça que la première dame est un non. On ne le dira pas ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que grosso modo, en fait, c'est en effet une conséquence, mais ne jamais oublier qu'il y a des discussions dans les briefings avant Grand Prix. Il y a une discussion aussi à la radio où grosso modo, Lando Norris, un peu trop gentil, laisse la possibilité à McLaren d'arrêter Oscar Piastri. On savait qu'il allait l'undercutter à ce moment-là. Et derrière, les papayas rouges font foi et on re-switch. Et en plus, il y a cet arrêt raté qui fait que... Alors certains me diront, oui, mais s'il rate pas l'arrêt, normalement, Lando Norris doit repartir devant Oscar Piastri. On n'aura jamais la réponse, bien évidemment, à cette question-là. Mais en effet, à force de rechercher l'égalitarisme, on a l'impression que à la fois ils ont sacrifié leurs deux pilotes d'une certaine façon, d'un point de vue mental, d'un point de vue comptable. On a l'impression aussi qu'à force de chercher l'égalitarisme, eh bien ils ont créé des biais dans cette saison. Et là est le problème, parce que c'est vrai que si tu reprends les points perdus à Monza, tu peux les additionner. Piastri serait dans une situation un petit peu différente aujourd'hui. Puis toutes les décisions qui ont été prises jusque là. Maintenant, c'est une entreprise, c'est une écurie. Elle a décidé justement de pacifier les choses pour qu'il n'y ait pas d'accrochage. Un duel un peu trop important entre ces deux pilotes. Pour le moment, ils ont réussi. Il faudra voir s'il y a le titre à l'arrivée. Et est-ce que ce titre sera sans saveur ? Moi, j'attends vraiment le dernier Grand Prix pour avoir une idée là-dessus, parce que tu vois, je vais pas te mentir, il y a quelques semaines je pensais que cette saison 2025 était chiante. Je me disais que 2025 était chiant parce que tu avais deux mecs qui voulaient pas prendre le pouvoir, parce que tu avais le meilleur pilote qui disposait pas du meilleur matos, et donc du coup tu disais en fait ça va être un nivellement par le bas. Et là, cette fin de saison, même s'il y a un peu d'éléments de nivellement par le bas avec tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a quand même un suspense fou et une lutte à 3. C'est plus arrivé depuis 2010. On va boire du petit lait toute cette semaine et tout ce week-end. Ça c'est sûr. Par contre, pour lui en particulier,
Oscar Piastri. Alors on a beaucoup parlé justement du passage entre Zandvoort où tu passais par l'Azerbaïdjan, toute la déchéance de Oscar Piastri, où à mon sens c'est plus une question de manque d'expérience vis-à-vis des fins de saison et vis-à-vis d'une bataille pour le titre mondial, la pression qui était peut-être trop forte, mais c'est un immense talent bien sûr Oscar Piastri, mais l'expérience face à un Lando Norris et plus particulièrement face au meilleur pilote du monde fait que ça peut manquer de justesse et après tu rentres dans un cercle vicieux qui est très difficile de s'en sortir. Très difficile de s'en sortir. Maintenant sur la question du Grand Prix du Qatar, c'était le circuit. De toute façon, dans sa carrière, le Qatar, c'est son circuit. Ah oui, c'est à lui. Il y a un point que beaucoup de personnes oublient par rapport à Oscar Piastri. Pourquoi aussi le Qatar est aussi un circuit qu'il connaît particulièrement bien? Parce qu'il a roulé avec Alpine en essai privé. Je rappelle qu'avant Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri était le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1. Pour ça que Alpine en avait beaucoup dans la patate. Parce que ils ont dépensé énormément d'argent pour les essais privés d'Oscar Piastri pour le préparer à monter en Formule 1 avec Alpine, ou dans un premier temps avec Williams, puis ensuite avec Alpine. Bon. Alonso est passé par là. Mais ensuite, il y a Piastri au Qatar. Il a piloté il a piloté avec beaucoup de kilomètres à son compteur. Et pour ça qu'au Qatar, justement, il y a eu de très bons résultats depuis qu'il était en Formule 1, avec une moyenne de points avant ce Grand Prix du Qatar de 25 points. C'est énorme. C'est énorme. Bon, il y a une course sprint qui est passée, mais il a gagné sa première course en Formule 1, factuellement, en sprint, au Qatar. C'était lui l'ultime favori. Il était au-dessus de Verstappen et il était au-dessus, mais vraiment encore plus large, de Lando Norris. C'était lui qui devait gagner ce Grand Prix du Qatar. Et aujourd'hui, il a perdu ce Grand Prix du Qatar. Et en plus de ça, pour moi, il est out de la course au titre. Même si mathématiquement, il l'est toujours, pour moi, c'est celui qui est vraiment out. Donc, c'est lui le grand perdant de ce Grand Prix du Qatar et le grand perdant de la course au titre, même si bien sûr, il y a ses fautes par le passé. Je dis pas. Le championnat a peut-être été perdu avant, mais là, il avait une deuxième chance avec la disqualification dont il a été victime, la double disqualification. Et au Grand Prix du Qatar, il devait gagner. Et McLaren, malheureusement, le sabote dans la stratégie. Et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup justement avant de qu'est-ce que va devenir le line-up Norris-Piastri après 2026. Ça peut jouer aussi, ça, ce genre de situation où il avait quasiment le titre de nouveau à portée de main et on lui a enlevé. Moi, je pense qu'il n'est pas cuit le titre. Alors, peut-être parce que j'essaie de me rassurer, ça va être compliqué, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il n'est pas mort le titre parce que si tu te réfères aux exemples du passé, 2010, Vettel a 16 points, je crois, de retard sur Fernando Alonso, qui est leader à ce moment-là. Il se passe ce qui se passe avec le cafouillage de la stratégie et il est titré. Et d'Andrea Stella qui était bien sûr chez Ferrari. Exact, l'ingénieur de Fernando Alonso à l'époque. Tu peux quitter Ferrari, mais Ferrari ne te quitte jamais. Il ne te quittera jamais, il te suivra jusqu'au bout. 2000, on n'oublie pas non plus 2007 avec Raikkonen. Je crois si tu prends le système métrique de l'époque et tu le mets en rapport avec aujourd'hui, c'est 12 points. C'est comme Verstappen aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, on verra vraiment à la fin de cette course. Moi, je pense que le problème d'Oscar Piastri, c'est ces 6 courses où il est nulle part. C'est le poste Zandvoort qui est complètement, le poste Italie, pardon, qui est complètement manqué pour Oscar Piastri. Alors on peut le mettre, moi je le mets vraiment sur le manque d'expérience. On a parlé tout à l'heure de Max Verstappen, mais est-ce que Max Verstappen aurait été aussi fort en 2021 si on a vu le Max Verstappen version 2018 par exemple, qui était encore un pilote qui était nerveux, qui commettait des erreurs, qui était pas en plus verni. Je pense que Oscar Piastri c'est seulement sa 3e saison, on le voit, Lando Norris sa 6e si je dis pas de bêtises. Max avec une bataille pour le titre mondial l'an dernier, exactement. Ça c'est un apprentissage complètement. On contre en plus qui se fait de mieux, à savoir Max Verstappen. Donc t'apprends beaucoup de choses. Et puis je pense que Andrea Stella l'a dit publiquement, ce qui a fait grincer des dents, parce que beaucoup ont dit que ça avait déstabilisé un petit peu Oscar Piastri, que ça l'ait mis dans la difficulté. Mais je pense qu'Andrea Stella a dit vrai quand il a dit que techniquement il a encore des soucis sur les circuits justement où il y a peu de grippe. On l'a vu, McLaren l'avait fait rouler justement sur des anciennes voitures à Austin pour essayer de gérer ce problème aussi de freinage au virage numéro 1. On l'a vu qu'il n'avait pas progressé sur le sujet. On a vu l'an dernier, il nous avait laissé sur la fin de saison dernière. Beaucoup avaient dit mais c'est parce qu'il n'a plus rien à jouer, parce que les Papayarous le contraignent à aider Lando Norris. Moi j'avais vu un pilote qui était aussi en difficulté dans son rythme et on l'a revu cette année. Il a encore une marge de progression, il y a encore des choses à apprendre. Maintenant tu as raison. C'est comment, s'il n'est pas champion du monde et que son coéquipier l'est, comment il va négocier justement la suite, comment ne pas tomber dans dans quoi était tombé Mark Webber après le premier titre de Sébastien Vettel, c'est-à-dire de rentrer dans ce costard du numéro 2 et de l'assumer et même d'y être emprisonné d'une certaine manière. Et là, on peut peut-être faire confiance à Mark Webber justement pour trouver certaines ressources. Mais non, je pense pas que Lando Norris ait été avantagé. Je pense qu'Oscar Piastri a encore beaucoup de choses à apprendre. Et vraiment, là, c'est frustrant pour lui au vu
vu du scénario de cette saison, de ce qui s'est passé là au Qatar à Losail. Mais en vrai, il le perd avant le titre. Si on doit faire le bilan de la saison aujourd'hui, il le perd sur les 6 courses qui suivent justement le Grand Prix d'Italie. Surtout que aujourd'hui, il est même dépassé par Max Verstappen. On va parler de Verstappen plus particulièrement juste après, mais rendez-vous compte que Oscar Piastri au Grand Prix des Pays-Bas au sortir après sa victoire, Verstappen a mis sur le podium et Adjar est sur le podium, il avait 104 points d'avance sur Verstappen. Et là maintenant, il a perdu 108 depuis. Et là, il en a perdu 108. Il est dépassé par Verstappen, deuxième du championnat du monde. Qui l'aurait cru? Et ça me remet aussi forcément à me dire comment les pilotes et même toute l'organisation McLaren ont pu perdre autant de points. Je parlais beaucoup, notamment en début de saison, dans le paddock RMC d'ailleurs, justement, du fait que McLaren cette saison avait un défi, c'est de devenir clutch. Comme l'était Red Bull, comme l'était par le passé Mercedes quand il y avait cette hégémonie. McLaren avait sur le début de saison et d'ailleurs sur une grande majorité de la saison une force tellement importante et une presque hégémonie minime d'une certaine manière sur une courte période qui faisait qu'ils pouvaient emmagasiner tellement de points qu'ils pouvaient se mettre à l'abri sur la fin de saison au cas où Red Bull ou Verstappen revenait, ce qui paraissait totalement inimaginable en début de saison et même à la mi-saison. Verstappen lui-même le disait. Combien de fois Verstappen vous l'avez entendu dire je joue pas le titre moi. Pourtant finalement Red Bull est revenu parce qu'ils ont fait énormément d'améliorations, mais parce que McLaren a perdu beaucoup le ballon, a fait tellement d'erreurs et parfois cette suffisance est rageante. Je dis très clairement, c'est rageant de voir une écurie qui devait gagner plutôt ne pas gagner. Si McLaren ne gagne pas le titre pilote, je pense que des gens seront verrés. Je pense même Zak Brown. Je pense qu'on remettra la place de Zak Brown en question et même celle d'Andrea Stella. Et aussi sur la question de comment tu abordes l'avenir après un titre que tu perds aussi. Ça veut dire facilement et que tu ne devais pas perdre en fait. Mais tu peux même te mettre à la place de McLaren et peut-être douter de tes deux pilotes, de te dire tiens est-ce qu'il n'y a pas mieux sur le marché en fait, parce que moi aussi tu vois on parlait de la saison d'Oscar Piastri, on se rappelle de sa double erreur, c'est à Bakou où tu sais il se sort en Q3 où en moins de 24 heures il fait 2 crashs. Exactement, il fait 2 crashs, le crash au départ est quand même cataclysmique. Tu ne sais pas ce qu'il a voulu faire. On dirait moi, tu sais, sur une saison de Formule 1. Voilà, c'est ça, exactement. Sur une saison de F1 2025, tu sais quand j'ai la flemme de faire celui-là, je vais me mettre dans le mur dans le premier virage, comme ça j'irai au suivant directement. Non, mais c'est un petit peu ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Et surtout, ça, c'est un des paradoxes des Papaya Rules. Je vais y arriver. C'est le paradoxe, c'est de dire on ne va avantager personne. Mais McLaren était dans une situation d'avantage vis-à-vis d'une seule Red Bull. Normalement, à 2 contre 1, ils doivent éteindre Max Verstappen et se livrer la lutte finale. Or là, tu as l'impression, dans le scénario de cette saison 2025, que d'être à 2 contre 1 a été un désavantage pour McLaren, parce qu'on a été plus en réflexion de se dire comment on va éviter de perdre, comment on va éviter d'avantager l'un plus que l'autre, comment on va garantir cette égalité, et se focus uniquement sur cet argument-là, sans s'intéresser justement à ce que fait Max Verstappen. Et c'est d'ailleurs le symbole de cet arrêt manqué au 7e tour. On ne se rend même pas compte que Max Verstappen va s'arrêter, qu'on se prépare chez Red Bull, parce qu'on est focalisé à se dire mince, si on arrête les deux maintenant, on va avantager Oscar plus que Lando, et c'est pas ce qu'on veut par rapport à notre théorème. Ils sont presque possédés, c'est presque de la politique qu'ils font, c'est presque du militantisme ce qu'ils font McLaren. Je suis d'accord avec toi sur l'état d'esprit, à être beaucoup trop focalisé sur cette question d'égalité. Ils ne peuvent pas gérer l'égalité. Il y a une main invisible dans le monde qui fait que malheureusement il y a des inégalités qui se creusent ou qui se créent, etc. Casse moteur, ce sera la vie. Exactement, ce sera la vie, et ce serait même un comble, on va dire, que une casse moteur ou un élément extérieur vienne décider du titre justement pour les deux pilotes McLaren, parce que ça montrera bien que McLaren ne peut absolument pas tout maîtriser dans le détail. Ça reste du sport automobile avec les aléas qu'on connaît, les rebondissements qu'on connaît. Ce classement après le Grand Prix des Pays-Bas, j'en parlais juste avant, il avait 309 points Oscar Piastri, 275 Lando Norris et d'ailleurs 205 pour Verstappen. Je remarque que jusqu'au Grand Prix... Il a mal vieilli ce classement. Non, mais jusqu'au Grand Prix des Pays-Bas, Russell il était proche de Verstappen. Ouais, complètement. Je m'attendais pas autant. Complètement. Ouais, il était très proche. Ça fait que 3-4 courses qu'il est officiellement plus dans la course mathématique pour le titre. Et regarde, justement, après ce Grand Prix du Qatar, Verstappen a dépassé Oscar Piastri pour la première fois après le Grand Prix de Chine d'ailleurs. Plus très loin de Lando Norris, donc désormais à 12 points d'écart seulement.
Et ça change tout quand même, le fait que Verstappen soit intercalé entre Norris et Piastri avant le dernier Grand Prix, ça change absolument tout. Et ça change tout d'ailleurs à la réaction des pilotes après l'arrivée au Qatar. T'avais un Norris qui disait One Team, on est ensemble, voilà, ça peut arriver de faire des erreurs, j'ai fait des erreurs, etc. etc. Donc l'union sacrée. Par contre, t'avais un Piastri qui n'était pas du tout aligné sur ce discours-là. Insta Oui. Oui. Il n'y a pas de légende. Hein. On l'imagine, la légende qu'il a mis sur la photo. Il met une photo sur Insta pour ceux qui n'ont pas vu. Vous pouvez aller voir justement pendant ce push-lap. Là, il met une photo sur Insta, pas des gens. Juste pas des gens, avec une photo dépitée. Ouais, avec une photo dépitée, on regarde le trophée de deuxième en mode attends, il y a un problème. Je rajoute même. Vous avez vu l'accolade forcée de Zak Brown à Piastri ? Oui, bien sûr. Sur la grille aussi, quand il est à côté de la voiture, pour les derniers encouragements. C'est gênant. Bien sûr, mais ils sont gênants. Mais comme Zak Brown est gênant aussi dans sa communication de bisounours, quand il dit à la fin, je crois qu'on doit un gros câlin à Lando et Oscar aujourd'hui. Non, mec, tu lui as peut-être fait perdre le titre de champion du monde. Donc en fait, ton câlin, on s'en fout. C'est pas ça c'est pas ça la Formule 1. Mais quand tu vois la réaction d'Oscar Piastri après cette course, tu peux te demander aussi si, il jouerait le jeu de l'équipe ou il jouerait le jeu de son coéquipier si jamais il était amené à devoir le faire. Ça, c'est une grande question qui va se poser autour de ce Grand Prix du Qatar. Je pense pas qu'il lui fasse de passe droit. À voir. Après, c'est vrai que l'on met beaucoup en avant les fautes de McLaren et on se pose des questions là-dessus, mais factuellement, Lando Norris est toujours dans une très bonne position pour devenir champion du monde. Il n'a plus que 12 points d'avance, mais il a toujours son destin entre ses mains, et ça c'est le maître mot, j'ai envie de dire, en Formule 1 et dans le sport de haut niveau, ce que n'a plus d'ailleurs son coéquipier. Il n'a plus du tout son destin entre ses mains. Derrière Norris, il y a le meilleur pilote du monde, Max Verstappen, pour qui c'est Noël avant l'heure, clairement, vu la tonne de cadeaux qu'il reçoit de la part des adversaires depuis très longtemps. C'est Noël tous les jours pour lui. Mais c'est vrai, il avait 104 points de retard, je le disais, sur la bataille du championnat, Max Verstappen. Il n'en a plus que 12. C'est une remontada pour l'histoire que réalise Max Verstappen sur cette saison 2025. Est-ce que pour toi, cette saison de Verstappen, donc en 2025, est peut-être la plus aboutie de toute la panoplie Max Verstappen ? La palette, elle est folle. La palette, elle est énorme parce que c'est ça en fait. Si tu remontes le temps, donc la palette, elle commence. Je prends juste les titres, bien évidemment. 2021, tu sors le mec le plus titré statistiquement de ce sport, avec la manière et avec certaines circonstances qui avaient créé le débat. On reviendra pas là-dessus. 2022, nouvelle ère. Tu poutres la concurrence. 2023, c'est quoi ? C'est l'archi-domination. L'archi-domination. Voilà. 2024, tu n'as la meilleure voiture que sur une moitié de saison, mais tu arrives à t'imposer très largement avec maîtrise, intelligence et gestion des points intermédiaires. Là, à mon sens, alors même si c'est vrai que 2021 pour moi restera au-dessus d'un point de vue émotionnel, forcément, même si je vous attends bien sûr dans les commentaires, je sais, Michael Masi, la décision. Oui, on est d'accord les amis, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais émotionnellement parlant, je pense que c'est le titre le plus fort, c'est le premier, c'est face à Lewis Hamilton dans les circonstances qu'on a connues. Là, imagine s'il est champion du monde dimanche. C'est le titre le plus abouti. C'est le truc le plus incroyable qui, pour moi en tout cas, qu'il aurait jamais fait. Certains pourront dire ouais, je préférais quand il avait la meilleure voiture et que justement il avait tout dominé, battu tous les records statistiques. Moi, les statistiques m'intéressent pas beaucoup. L'impression m'a toujours plus intéressé, et là l'impression que laisserait Max Verstappen sur 2025 en te disant avant c'était quoi, c'était quand il nous dit avant le départ de Christian Horner, il dit non moi je joue plus du tout le titre, je suis plus dedans, il l'a dit même etc. après le départ de Horner, il a dit après le départ de Christian Horner. Il y a eu un changement un petit peu de braquet dans la communication de Red Bull après le départ de Horner où Marco a recommencé à parler d'un titre de Max Verstappen, mais là c'est exceptionnel parce qu'on a commencé la saison où en fait, moi j'aime bien, il y a un truc que j'aime bien appeler, c'est Red Bull qui en parle, c'est Marco qui en parle, il dit l'effet Max Verstappen. Si la voiture adverse a 2-3 dixièmes d'avance ou est plus rapide de 2-3 dixièmes au tour par rapport à la Red Bull, l'effet Verstappen fait que Verstappen joue la victoire in fine. Là, l'avance qu'avait McLaren en début de saison faisait que l'effet Verstappen ne faisait que écoper, ne lui permettait, on va dire, que de récupérer les points intermédiaires. Là, le retour en avant de Max Verstappen, il est exceptionnel. J'ai l'impression que c'est bête, mais devenir papa, on a souvent dit que ça avait affaibli certains pilotes. Lui, je trouve que ça lui donne une nouvelle stature, ça lui donne du recul aussi vis-à-vis de la compétition. Ça reste un compétiteur acharné, mais c'est plus tout à fait le Max Verstappen qu'on avait eu en 2021. Je trouve sûr de ses armes, sûr de ses forces. Un leader juste exceptionnel, et pour moi s'il le fait, c'est peut-être même l'un des plus beaux titres de l'histoire de la Formule 1. Ce sera ça la question à se poser. Oui, bien sûr, je l'ai posé à Jérém et je l'ai posé également à Julien et également à Lucas. Mais c'est vrai qu'indépendamment de même de si ce n'est le plus beau titre de l'histoire de la Formule 1,
qui est impressionnant avec Verstappen cette saison, c'est qu'il est totalement relâché. Il a zéro C'est ça, pression. il y a zéro Verstappen pression. a zéro pression alors qu'il est en passe de réaliser le plus grand exploit de l'histoire de la Formule 1 et certainement en train, Verstappen, s'il gagne cette saison, c'est le plus beau titre de sa carrière à mon sens. Peut-être même plus beau que 2021, je vais expliquer pourquoi. J'aime tellement en fait cette saison de Verstappen parce qu'il se montre comme un véritable pilote leader et fédérateur pour Red Bull. Red Bull est passé par tellement de bas cette saison et avec une voiture tellement difficile en début de saison, en début de campagne, au début de l'année pour Verstappen. Red Bull était en crise au point où Verstappen pouvait partir justement du côté de chez Mercedes pour la prochaine saison. Et puis il y a eu également une restructuration avec le départ de Horner pour remplacer par Laurent Mekies. Et finalement, même dans ce chaos qu'il y a pu avoir du côté de chez Red Bull, on a vu un Verstappen, j'ai envie de dire, salvateur, qui remobilise les troupes pour arriver à une remontada historique. On passe de 104 points à 12 points seulement, notamment avec le nombre de victoires, d'ailleurs, le nombre de podiums consécutifs. Il faut savoir que Verstappen, quoi qu'il arrive à Abu Dhabi, il terminera avec le plus haut total de podiums consécutifs sur cette saison 2025. Donc plus que Max Piastri et plus que Norris également. Ça veut dire à quel point c'est exceptionnel ce qu'il produit. Et puis également saluer le courage également de Red Bull dans toute cette saison. Parce que Red Bull, là, il se sacrifie vis-à-vis de 2026. C'est un énorme sacrifice. Donc ça veut dire que là, Red Bull est peut-être en train de dire adieu à la nouvelle ère de la Formule 1 ou dire adieu au début de la nouvelle ère de la Formule 1 pour trouver de la performance, pour permettre à Verstappen d'aller chercher le titre mondial 2025. Et je pense sincèrement que Verstappen, pour l'avenir, quoi qu'il arrive pour ce titre de 2025, il en sera éternellement reconnaissant à cette écurie Red Bull avec qui il a vécu tellement d'aventures, qui a donné sa chance en Formule 1, l'univers Red Bull par Helmut Marko, de 2015 à aujourd'hui à 2025. Et s'il y a ce titre à la fin de la saison, ce sera un titre absolument fantastique, mais surtout un titre tellement, j'ai envie de dire, complet pour Verstappen, pour toutes les panoplies. Le talent, l'immensité, le fait que ce soit le meilleur pilote du monde, l'ogre et bien sûr le fait en tant que leader d'équipe et fédérateur d'équipe. C'est pour ça que pour moi, ce sera le plus beau titre, le plus abouti de l'histoire de Max Verstappen en Formule 1. Mais ce sera peut-être le meilleur Max Verstappen qu'on ait jamais eu en 2025 parce que je sais pas si tu te rappelles, mais on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avec Pierre Vacher par le passé. Ouais. Pierre Vacher nous avait dit, on lui avait posé la question, c'est quoi la marge de progression encore de Max Verstappen qui nous paraissait déjà assez parfait. Et il avait dit, mais en fait Max Verstappen, il a quand même un problème, non pas sur les feedbacks parce qu'il est plutôt bon dans les feedbacks qu'il fait sur le comportement de sa voiture, mais plus pour trouver les bons réglages, pour tout le travail invisible, le travail que tu vas faire en dehors de la voiture. Moi, ce que j'ai constaté là cette année avec la refonte de l'organigramme du côté de chez Red Bull, avec le départ de Christian Horner, l'arrivée de Laurent Mekies, c'est que je trouve qu'on a un Max Verstappen qui est beaucoup plus central dans la prise de décision. On se rappelle notamment qu'en Italie, il avait pris cette décision où il poussait ses ingénieurs à prendre la décision de débraquer cet aileron arrière. En débraquant cet aileron arrière, il avait une vitesse phénoménale dans les lignes droites, ce qui lui avait permis de faire la différence et d'aller prendre justement la victoire. Les ingénieurs chez Red Bull avaient dit, on a bien fait d'écouter Max Verstappen parce que toutes les simulations où on débraquait justement cet aileron comme ça nous indiquaient qu'on serait plus lent qu'avec un aileron un petit peu plus braqué qui nous permettait d'avoir plus d'appui dans les virages. Red Bull est allé au bout, Red Bull a fait confiance au ressenti de son pilote, a poussé sur les réglages de son pilote et c'est ainsi que Red Bull est allé gagner en Italie. On voit que Red Bull a beaucoup de difficultés lorsqu'il pose la voiture sur la piste le vendredi parce que la fenêtre d'exploitation, d'optimisation du plein potentiel de cette auto, elle est très très fine à trouver. C'est pour ça que vous avez un Max Verstappen qui fait que gueuler le vendredi en disant oh là là j'ai du sous-virage, j'ai du sur-virage, oh là là je conduis sur des œufs, oh là là j'ai pas de grippe, oh ça ne marche pas, oh j'ai pas ci, oh j'ai quand je passe ou je tombe à rapport c'est récalcitrant patati patata parce que elle est très très dure cette fenêtre à trouver et que en remettant Max Verstappen au centre des décisions et aussi en prenant toutes les informations, en l'utilisant presque comme une éponge, eh bien ils ont réussi à trouver la solution technique. On a beaucoup insisté sur le développement de cette voiture, sur l'aileron avant, sur le fond plat qui arrivait notamment en cours de saison, en disant que ça avait permis à Red Bull de débloquer de la performance. Ça a débloqué de la performance, mais un ingénieur chez Red Bull avec lequel on peut discuter nous a dit notamment que c'est pas tant les évolutions qui ont apporté à cette voiture, c'est la compréhension du concept RB21. Et c'est en s'appuyant sur Max Verstappen qu'ils ont justement trouvé la solution. Et ça, c'est, tu vois, un skill complètement différent. C'est quelque chose qu'on connaissait moins, en tout cas de la part de Max Verstappen par rapport au premier titre, notamment celui de 2021. Ouais, et plus abouti aussi par rapport à tout ce que tu as dit et surtout sur le fait que toute cette panoplie-là que tu viens de dire, ça met Verstappen aujourd'hui dans une position de chasseur qu'il aime tant. Et cette position de chasseur, elle fait peur à McLaren. Et aujourd'hui, McLaren a peur de Max Verstappen. C'est pour ça qu'on est aussi critique vis-à-vis de McLaren, parce que McLaren, ils sont un 2 contre 1.
Ils sont à 2 contre 1 et ils ne devraient justement pas avoir peur de Max Verstappen. Aujourd'hui, si McLaren était une autre écurie ou de la même trempe et des mêmes décisions, j'ai envie de dire que Mercedes il serait championne du monde depuis 2 grands tours. Tu vois, c'est ça. Et même si on était au même stade, au même niveau de voiture et même au même niveau de pilote, par les gestions notamment. Mais c'est plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que Verstappen est tellement monstrueux qu'il fait peur à McLaren et qu'il déstabilise toute une organisation. Les pilotes, bien sûr, mais plus particulièrement le board de l'écurie McLaren, Andrea Stella et Zak Brown notamment. On les sent fébriles. Ils font des cauchemars, je pense. Ils font des cauchemars. Tu sais, tu parlais justement avant de Zak Brown qui dit Chucky. Ouais. C'est fou ça. Mais excusez-moi, vous vous rendez compte que vous avez le patron d'une écurie qui dit ouvertement que l'adversaire principal lui fait peur. Il lui fait peur. Il hante totalement ses nuits. En l'appelant, du coup, Verstappen a dit qu'il a quand même appelé Chucky. Il a bien raison. Mais en fait, c'est que on est vraiment à un point où Verstappen déstabilise toute une organisation et vient mettre une écurie à mal alors qu'il ne devrait pas. Et ça montre juste 2 choses, c'est-à-dire que c'est le meilleur pilote du monde incontestablement, et en plus de ça, que aujourd'hui il n'a jamais été aussi proche de Lando Norris, et surtout qu'il a une motivation énorme, parce qu'il sait en face, de toute façon, que l'écurie, elle va faire des erreurs, que McLaren va faire des erreurs. Pour ça qu'aujourd'hui il a 0 pression, parce qu'il sait que de toute façon il fera toujours le meilleur possible et que c'est pas lui qui fera une erreur, c'est les autres qui feront des erreurs, et McLaren plus particulièrement. Et c'est pour ça que quand tu vas arriver à Abu Dhabi, t'as le sentiment que McLaren, on en parlait avec Jérém la semaine dernière, que en fait McLaren va refaire comme au Qatar des Abu Dhabi 2010. Tu vois, des erreurs stratégiques, des choses toutes bêtes qui ne devraient pas arriver. Je reprends l'exemple du Qatar, mais le Qatar au 7ème tour, tout le monde s'arrête. McLaren ne s'arrête pas. Une seule écurie ne s'arrête pas. L'entièreté de la grille. Alors Esteban Ocon ne s'arrête pas pour une raison, il avait une pénalité, c'est pour ça qu'il voulait tenter le truc. Mais voilà, tout le monde s'arrête, l'entièreté de la grille s'arrête, parce que toute la grille s'est dit. Nous on a fait bien notre travail en fait finalement. C'est logique, même toi derrière ta télé. Derrière ta télé, t'es comme ça, tu dis ok, 7ème tour, c'est des relais imposés de 25 tours, 25 plus 25 égale 50. Ok, d'accord. En fait, limite, normalement dans ton brief d'avant-course, tu dois te poser la question, les gars, qu'est-ce qu'on fait si la safety car sort au 7ème tour? C'est sûr que ça a été une hypothèse qui a été analysée partout. Et d'ailleurs, c'est ce que dit entre les lignes Zak Brown à l'arrivée de cette course, c'est qu'il dit on voulait pas changer notre fusil d'épaule. Sans doute qu'ils en ont discuté, qu'ils savaient très bien que ça allait désavantager l'un des 2 pilotes, mais t'as raison dans ta comparaison sur l'histoire de Chucky. Rappelle-toi 2021, cette guerre, parce qu'on parle pas de bataille, on parlait de guerre entre Mercedes et Red Bull, et rappelle-toi cette dernière conférence de presse entre Christian Horner et Toto Wolff, où limite tu te demandais s'ils avaient pas enfilé des gants de boxe, tu vois, pour se régler. Mais personne ne voulait montrer ses failles, ses faiblesses, tout le monde voulait montrer bomber le torse et dire c'est moi le plus fort. Là, chez McLaren, on est sur un truc où c'est vrai qu'il nous fait peur, c'est vrai qu'on a encore fait des bêtises. D'ailleurs, la réaction de Max Verstappen à l'arrivée du Grand Prix du Qatar, elle est exceptionnelle. Quand on lui pose la question est-ce que pour vous c'était une erreur que les 2 McLaren ne s'arrêtent pas au 7ème tour? Il dit oui, ils ont fait une erreur, encore une. Tu vois, donc c'est encore une fois, il est et Piastri à côté là-dessus. Et Piastri juste à côté. Piastri, il peut acquiescer, il peut dire on ne fait que des erreurs. Et en fait, c'est pour ça que ce titre de champion du monde 2025, si Verstappen y arrive à aller le chercher, pour moi c'est juste ce sera le titre. L'un des plus beaux de Verstappen, ce sera le titre le plus beau de Verstappen, parce que ce sera le titre où il aura anéanti à lui tout seul une écurie tout entière, l'écurie McLaren. Parce que, et c'est pas normal qu'une écurie. T'es en train de compter quoi, 5 Non, j'avais un doute, j'étais en train de penser 5 consécutifs, ça le placerait à la même hauteur que Michael Schumacher en plus. Alors, je peux même te dire, c'était exactement le même chose. S'il devient champion du monde cette saison, Verstappen deviendrait le premier pilote depuis Schumacher à remporter 5 titres consécutifs. Il battrait son propre record du plus grand déficit de points comblés pour un titre, puisque je crois qu'à l'époque, Leclerc il avait une 50aine de points de retard. Et il revient, il gagne. Et là, il avait 104 points de retard. Et aussi, et surtout, Verstappen, il serait le premier pilote à remporter 5 championnats avant ses 30 ans. C'est dingue. Tu vois, c'est là où c'est plus fort qu'Hamilton, plus fort que Schumacher. Et tu vois, il y a le débat de où est-ce qu'on place Max Verstappen dans l'histoire de la Formule 1. J'allais vous dire. Je vais pas faire de comparaison tout de suite, mais croyez-moi qu'il va être dans le top 3 et pas 3ème. Hein. Je pense que, tu sais, c'est marrant, on a toujours eu ce débat hors antenne. On a toujours eu ce débat hors antenne, à l'époque où on était ensemble sur les pistonnets, où on se disait... En fait, on avait ce débat-là qu'on s'autorisait en antenne et on disait on peut pas s'autoriser à l'antenne. Qui est le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1? Et ce débat-là, on l'a fait 200 000 fois. On a parfois pas toujours eu la même réponse, mais voilà, c'était fluctuant en fonction des années, de ce qui se passait, etc. Hamilton, donc fallait pas me parler. Hein. Mais voilà, mais c'est toujours marrant, ça qui est bien, tu vois, quand tu fais ce débat-là, c'est que forcément, c'est jamais objectif. Et là, très clairement, c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps avec Brice, et je lui disais, mais tu sais qu'en fait, le débat du Max Verstappen GOAT,
j'attendrais, je me disais, ça sera une vidéo putassière qu'on fera à la fin de sa carrière. Mais en fait, tu peux peut-être commencer à la faire. Tu peux peut-être la sortir. Là, s'il les gagne, et c'est mon autre question, forcément. Parce que dans l'impression, c'est tellement énorme ce qu'il leur a offert. Tu vois, au-delà des statistiques, au-delà de tout ça, c'est extraordinaire. Quand tu prendras le panel, s'il prend ce 5e titre, tu prendras le panel des 5 titres. Il y a tout dans les 5 titres. T'as une histoire de Formule 1 dans les 5 titres. Ouais, et c'est pour ça la question, forcément, $1 million, presque, j'ai envie de dire, que j'ai posé à Hydro, que j'ai posé à Lucas, que j'ai posé à Jérémy. Est-ce que si Verstappen, au vu du contexte d'aujourd'hui, qui est encore plus différent qu'il y a quelques semaines, s'il est champion cette année, est-ce que c'est le plus beau titre de l'histoire moderne de la Formule 1, en prenant le contexte de Red Bull, en prenant le contexte forcément de McLaren qui se loupe énormément. Mais dans toute l'histoire de la F1, j'ai pas le sentiment qu'on a eu une remontada et un comeback aussi impressionnant. Ce serait la plus belle remontada de l'histoire, tu l'as dit, d'un point de vue statistique, ça c'est une certitude. Est-ce que ce serait le plus beau ? Moi, en fait, si tu veux, tu sais quoi, on va prendre la question par l'inverse. Par quoi tu définis justement un beau titre ? L'émotion. Un beau titre, c'est l'émotion, c'est un grand champion, c'est un scénario complètement fou, c'est une performance aussi qui dépasse l'entendement. Moi, franchement, je vous le dis, les gars. J'ai rien vécu de plus fort dans ma vie que 2021. Pourtant, j'étais ni pro max, ni pro Lewis. Le problème, c'est que il y a un problème d'ordre moral qui se pose autour de ce titre de 2021. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on pourra pas le mettre au firmament. Dans l'ère moderne, depuis 2000, est-ce que ce sera le plus beau titre ? Assurément, mais tu vois, en même temps. J'ai vraiment du mal à répondre à cette question. C'est vraiment très compliqué parce que. Moi, sincèrement, je te cache pas que j'étais beaucoup en train de dire c'est le plus beau titre de l'histoire de la Formule 1, mais dans le même temps, je me dis je suis très biaisé par la question de McLaren qui se loupe autant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr que ça rajoute aussi dans la besace de Max Verstappen. Mais dans le même temps, tu te dis mais c'est Verstappen, lui tout seul, il a déstabilisé complètement. Non, mais t'as raison. Mais c'est sûr que l'un entre guillemets ne va pas sans l'autre. Le problème, en fait, c'est qu'au moment où on se parle, on n'a pas la décision finale. Parce que la décision finale, ça peut changer beaucoup de choses. 2021, ça a changé des choses. 2008, on s'en rappelle, ça a changé des choses. 2007, ça avait changé aussi énormément de choses. 2012, 2010, ça aurait pu être différent. 2012, j'aurais adoré qu'on ait un scénario différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'attends vraiment cette étape finale pour pouvoir juger. Mais oui, très clairement, c'est au minimum sur un podium du plus beau titre moderne. Ça paraît certain. Te dire aujourd'hui, avant la dernière course, que oui, c'est le plus beau titre, même si je suis tenté de prendre l'autoroute de cette idée, j'attends vraiment la note finale pour être sûr. Ouais, c'est clair. Petite, forcément, dernière partie de ce débat, c'est forcément assez facile. Comment Norris, Verstappen et Piastri peuvent être champions ? Les calculs sont là, les calculs sont bons, normalement. Pour la première fois depuis 2010, donc on le disait, la Formule 1 va connaître une finale d'ailleurs de saison, où au moins 3 pilotes auront encore une chance de remporter le championnat. Pour analyser ça proprement, on s'appuie une nouvelle fois sur les scénarios possibles par Daniel Valente, le GOAT absolu des stats en Formule 1. C'est lui qui m'a permis notamment de savoir que quand Mercure rétrograde, Norris s'impose en Formule 1. Pour moi, c'est mon GOAT. Voilà. Alors, les statistiques. Alors, écoutez bien. D'ailleurs, que ça peut s'écouter juste avant le début de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, vendredi, si vous regardez l'épisode. Ça ne changera rien. Il n'y a pas de course sprint, donc voilà. Le scénario le plus simple, Norris est champion du monde dans tous les cas s'il termine premier, deuxième ou troisième, quel que soit le résultat de Verstappen et Piastri. Mais, à partir de la 4e place, vous le voyez, ça se complique, il doit juste éviter que Verstappen gagne, et à partir de la 6e place, il doit éviter aussi que Piastri gagne. En résumé, il contrôle toujours son destin, mais il n'a plus le droit à la moindre erreur. Deuxième case, vous voyez que pour que Norris soit champion, de toute façon à gauche, vous voyez que c'est lui le favori. Voilà, c'est vraiment très clair. Verstappen peut devenir champion du monde s'il doit finir sur le podium et espérer un gros coup de mou de Norris. Concrètement, s'il gagne, Norris doit faire 4e ou pire. Passage, ce qui s'est passé pour Antonelli, il a quand même beaucoup aidé Lando Norris. Exactement, ça change tout même. S'il fait 2e, Norris doit être 8e ou pire, et Piastri ne doit pas gagner. S'il fait 3e avec Verstappen, Norris doit être 9e ou pire, et Piastri ne doit pas gagner. Max n'a plus le choix, il faut frapper fort, très fort, et même espérer un nouveau coup de pouce du destin, aka les cadeaux de McLaren. Et puis Oscar Piastri est champion si le scénario le plus improbable, mais pas impossible, pour être tout à fait honnête. Piastri est champion s'il gagne la course et que Norris fait 6e ou pire. Il peut aussi être champion en faisant 2e si Norris fait 10e et pire, et que Verstappen ne fait pas mieux que 4e. C'est le scénario du chaos total, on va pas se le cacher, mais vu la saison qu'on vit, impossible à écarter.
J'en reviens par rapport à tout à l'heure pour me concentrer dans un premier temps sur Oscar Piastri. Tu comprends mieux maintenant pourquoi j'imagine Oscar Piastri très difficilement champion du monde et qu'il est out de la course au titre. Non, mais je te rejoins. Je te rejoins. Alors, tu comprends. Je te rejoins complètement là-dessus. Maintenant, il y a une théorie. Moi, j'ai une théorie, c'est simple. C'est Norris a un problème technique ou Norris et Verstappen se rentrent dedans. Bah, c'est ça. Parce que mine de rien, avec la voiture dominante, moi, j'imagine pas un monde où McLaren n'a pas la voiture dominante à Abu Dhabi. Je pense que la voiture devrait voler en tout cas à Abu Dhabi. Donc ça veut dire que si Norris est éliminé d'une manière ou d'une autre et qu'une Piastri assure une victoire, on le voit là avec ce tableau, ça pourrait lui ouvrir le champ des possibles. L'erreur de stratégie comme en 2010, j'y crois un petit peu moins parce que je vois pas Verstappen se caler sur la stratégie de Norris. Surtout Ferrari n'avait pas la voiture aussi dominante que pouvait avoir McLaren aujourd'hui. Et qu'à l'époque il y avait 3-4 voitures qui jouaient le titre. Ouais, c'est ça. Donc 3 écuries différentes. Et sur la grille de départ en 2010, je crois que tu as un Vettel qui part assez haut, je crois en première ou deuxième ligne, et derrière Weber et Alonso est un petit peu en retrait. Donc voilà, ça explique cela. Donc bon. Oui, factuellement, il faut le dire, Norris est clairement favori pour aller remporter le titre. Il a le plus de scénarios possible à son avantage. Rien n'est bien sûr acté et rien vu de la saison et vu des erreurs de McLaren qu'ils ont pu réaliser. Heureusement, tout peut basculer pour Verstappen. Il y a un coup faut le destin en fait. Faut le destin. Et n'oublions pas aussi qu'on a une lutte qui est resserrée, la convergence des performances. On a beaucoup parlé dans cette année 2025. Imagine que deux Mercedes viennent justement être aussi, la deuxième force, admettons, viennent s'intercaler. Admettons que je sais pas, Carlos Sainz c'est une vitesse de pointe complètement barjot en bout de ligne droite et qui deviennent un petit piment. Comment va agir aussi le groupe Red Bull, hein. Je parle pas que de l'écurie Red Bull. On s'est posé la question en début d'émission, comment va réagir Yuki Tsunoda si jamais c'était sa dernière course en Formule 1. Est-ce qu'il va vraiment jouer le jeu de l'équipe? Comment va se comporter un Isaac Hadjar qui est quand même abonné au top 6 en Q3 ces dernières semaines, et si jamais il venait à être intercalé sur une stratégie un petit peu décalée, ce qui viendrait aider justement Max Verstappen tout en étant dans une autre écurie, même si c'est l'écurie Source Racing Bull. Il y a beaucoup de questions qui se posent, et moi je vais te dire, moi je te rejoins complètement de toute façon sur ce que tu as dit. Le principal rival adversaire de Norris, c'est lui-même sur cette course. Parce qu'il a juste à assurer, on le voit bien avec ce tableau, ça dit tout, il a juste à assurer le... Je vais aller plus loin. Le principal rival de Norris, c'est McLaren. Oui, c'est McLaren, non mais c'est vrai, t'as raison. Mais ça peut être lui-même en Q3, on l'a revu aussi au Qatar, les petites erreurs, les petits problèmes qu'il peut y avoir dans ses derniers runs, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, malheureusement on l'a retrouvé, ça me fait un petit peu peur. Mais voilà, Norris, c'est son seul rival, s'il assure au moins un podium, c'est-à-dire une qualification réussie et derrière une course sans embûche, normalement il devrait pouvoir s'en sortir. Mais on a vu Norris parfois défaillir et moi je l'ai trouvé un petit peu frileux. Beaucoup ont dit gestionnaire, moi j'ai trouvé très frileux au Qatar le week-end dernier. Question que j'ai posée tout à l'heure et en revoyant forcément le tableau des scénarios, est-ce que tu penses sincèrement que, et même inversement, je vois pas comment Norris pourrait aider Piastri, mais est-ce que Piastri tu le vois aider Norris à devenir champion du monde? En voyant tous les scénarios encore une fois là. Et je vous demande dans les commentaires, donnez vos avis parce que je suis curieux d'avoir vos avis pour le coup. On s'est fait le débat pendant 1 heure avec Brice parce qu'en fait on était, on peut le dire, hein, on était frustrés de voir Antonelli devoir céder devant Norris parce que en fait c'est pas pour une question qu'on n'aime pas Norris, c'est pour une question en fait du scénario que ça t'offrait sur la dernière course parce que tu pouvais avoir un scénario où Verstappen 1, Piastri 2, Norris 3. Il avait seulement 10 points de retard. Il aurait eu seulement 10 points de retard Verstappen. Et ça titrait en fait automatiquement, il y avait des cas de figure où ça titrait celui qui gagnait la course en fait à Abu Dhabi. Ça donnait une prime à la victoire entre guillemets à Abu Dhabi, et que là avec ces 2 petits points d'écart, voilà, ça change clairement la donne. Donc on espérait avoir une course à la régulière où celui qui l'emporte devient champion du monde. Ce sera pas forcément le cas. Donc voilà pourquoi ça change absolument tout pour Lando Norris, ce petit écart de points. Et du coup de là on a fait beaucoup de débats avec Brice en antenne. On se disait mais est-ce que tu penses Piastri 2, Norris 3, 1, est-ce que McLaren pose la question? 2, parce qu'il y a ça aussi, est-ce que McLaren passe la consigne? Parce que si tu restes dans les papaya rules, est-ce que Piastri est à même d'aider Norris au titre de champion du monde? Et est-ce que Piastri joue le jeu? Moi je reste persuadé que Piastri ne joue pas le jeu, et je me pose encore la question de savoir si McLaren lui donne la consigne. Sincèrement je pense que s'il ne joue pas le jeu, l'avenir de Piastri chez McLaren, c'est sûr, il se remet bien en question. Je suis d'accord avec toi, mais les autres top teams le verront comme un top pilote, c'est-à-dire un pilote qui, n'a pas joué le jeu de l'équipe sur un instant T, mais un pilote qui à un moment donné est capable de prendre des décisions difficiles, qui n'est pas un béni oui-oui, et mine de rien, dans les caractéristiques d'un pilote, ça peut jouer.
tout cas, on arrive à Abu Dhabi avec une certitude. Ce titre, ce ne sont pas seulement 3 pilotes qui vont jouer le titre. Et plus particulièrement, c'est aussi une écurie qui doit prouver qu'elle est capable de ne pas se tirer une nouvelle balle dans le pied, surtout dans le money time absolu de ce championnat du monde 2025 de Formule 1. Alors la question, elle est simple. Est-ce que McLaren va enfin être clutch et offrir à Norris le titre qu'elle aura dû sceller depuis très longtemps ? Ou est-ce que Verstappen va finir par de transformer de toutes leurs erreurs en l'un des plus grands braquages de l'histoire de la Formule 1 ? La réponse, c'est dimanche, mais c'est vrai que c'est ça la prise, c'est pas la question forcément de ce débat. Est-ce que oui ou non, McLaren va offrir le titre à Max Verstappen ? En tout cas, à l'heure actuelle, Norris est toujours bien loti, Norris est toujours le bon favori, 12 points d'avance sur Verstappen et d'ailleurs, je combien sur Piastri d'ailleurs ? 16, oui, 16 sur Piastri et 12 sur Verstappen pour Norris. 16 pour Piastri, ouais. Ça fait loin. Ça fait loin. Le seul espoir pour Piastri, c'est que les deux... partent en carte. Et tu sais que c'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible parce que moi je pense que Max Verstappen a l'ascendant psychologique sur Lando Norris dans ses batailles. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu en début de saison et on a vu que Max Verstappen il aborde pas les batailles avec Lando Norris comme il les aborde avec Oscar Piastri. Je trouve qu'il y a un peu plus de méfiance lorsqu'il est derrière Piastri et qu'il y va plus franco lorsqu'il est derrière Lando Norris. Il sait que Lando Norris a tout à perdre, que lui quelque part vu d'où il revient, tu l'as montré tout à l'heure avec les 108 points de retard, il a tout à gagner. Donc forcément l'approche ne sera pas la même. Moi en fait si tu veux, j'ai du mal à imaginer que McLaren puisse gâcher la vie de Lando Norris sur cette dernière course, sauf un cas de figure, celui de 2021. Qu'est-ce que fait McLaren si tu as Norris 1, Piastri 2, Verstappen 3 ou Verstappen intercalé entre les deux, que tu as une safety car à 6 tours de la fin, qui a la question de repasser par les stands ou pas, comme celle qui s'était posée à Mercedes et Lewis Hamilton. Là, ça peut être l'énorme cafouillage. Mais sur une course à la régulière, si Norris fait le travail, normalement, il doit être en mesure d'aller chercher. Je pense que les Papaya Rules existeront pas du tout je pense que c'est fini. Mais tu sais que c'est un nouveau concept, c'est marrant. En faisant cette émission, j'y ai pensé avec toi. Tu sais, c'est encore une fois un vieux débat des pistonnés. Est-ce qu'il vaut mieux avoir, tu te rappelles, c'est le cas de figure tout le temps. Deux numéros 1. Oui, je sais. C'est vrai que tu avais souvent défendu cet avis-là. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir 2 numéros 1 ou un numéro 1 et un numéro 2 ? Ça, c'est la question, les amis, qu'on s'est posée dans toute l'histoire de cette putain d'émission. Et on continuait hors antenne à chaque fois à enrichir le débat avec toujours des nouveaux épisodes, etc. Là, tu remarqueras que McLaren nous a offert un troisième cas de figure, c'est-à-dire une lutte entre deux pilotes numéro 2. Entre deux pilotes numéro 1, mais en ne laissant pas se battre, en essayant de garantir justement l'égalitarisme. Et je vais te dire, des 3 situations, c'est vraiment c'est celle que je déteste le plus en tout cas. En tout cas, on verra comment les choses évolueront sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi et qui aura lieu ce dimanche et même d'ailleurs dès les premiers essais libres, on scrutera, bien comment ça va se passer pour McLaren et bien sûr pour Red Bull. Ce qui était très drôle, c'est qu'au Qatar, quand on regardait la voiture de Max Verstappen, on se disait oulala, pour qu'il gagne dimanche, faut y aller. Et puis donc on va scruter, mais on va pas se dire que c'est définitif. Très loin de là, bien sûr, les amis, on verra comment ça évoluera. En tout cas, voilà pour le Push to Talk. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport à ce débat autour de McLaren et autour de Verstappen et par rapport à ce Title Decider. Encore une fois, pour la première fois depuis Abu Dhabi 2021, un Britannique et un Néerlandais vont se battre pour le titre mondial avec une écurie britannique. Ça rappelle des bons souvenirs à tous les supporters du Britannique, Alex. Bien sûr, c'est beau. Ce qui est fou, c'est que maintenant, moi, je suis un immense fan de Verstappen. Je détestais pas très loin de là Verstappen sur le mec aussi, en 2021. Je le détestais pas du tout. J'étais juste plus pour les Lewis Hamilton parce qu'il y a un storytelling et tout ça. Mais là, maintenant, je suis juste conquis. En fait, il nous a tous mis d'accord. Il était clivant. En 2021, il était très clivant par ses attitudes, par cette agressivité et tout. On est en 2025, il a mis toute la fanbase F1 d'accord. Il est exceptionnel, il est immense. Ouais, bon. Pour terminer un petit peu cette émission, 2 choses. Alors oui, il y a effectivement, vous avez compris, il n'y a pas de push to talk aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà 2 heures d'émission. Désolé, je suis bavard. Non, on est bavard. Ça fait déjà 2 heures d'émission et j'ai pris la décision de ne pas inclure un push to talk parce qu'en fait, ça se portait moins par rapport à ce qu'on allait dire. Justement, on parlerait déjà un petit peu des questions qu'il y avait par rapport à ce qu'il y avait dans le push to talk. Donc, je n'ai pas mis de push de la commu. Excusez-moi, de push de la commu, il n'y en a pas. Mais il reviendra la semaine prochaine, potentiellement. Normalement, je vais essayer de l'inclure avec un invité et vous allez comprendre pourquoi juste après. Pour terminer cette émission, 2 choses. Avant de faire le push or lift, tu as pu voir notamment,
Notamment ton passage dans le Push Lab Challenge. Le Push Lab Challenge. Parce que comme Jérémy, effectivement, la semaine dernière, eh bien, Manu est allé dans la Formule 1, justement. Incroyable. Dans la Formule 1. Moment incroyable, je tiens à le dire. Franchement, c'est une expérience. C'est le. Voilà, ouais. Pourtant, on avait eu la chance par le passé de rentrer dans un simu de F2 qui était utilisé par un pilote F2 français. Et là, ce qu'on a là, c'est que tu rentres dans une vraie F1 2025. Ça, c'est extraordinaire, les gars. Ouais, franchement, les ressentis sont. Moi, je l'ai testé plusieurs fois et je me suis beaucoup amusé. Au début, c'est très dur. Alors, je vous avoue que le Push Lab Challenge pour les invités qui viennent est pas simple parce que entre Jérémy et Manu qui sont venus, c'est pas des gars qui viennent beaucoup dans les simus de sport auto. Donc là, on leur a mis dans un bain en mode allez, c'est un simu qui me donne beaucoup de sensations. Mais tu as fait un chrono. Aïe. Et aïe. Je le dis direct, c'est comme dans Top Gear, voilà. C'est un concept qui est pris en Top Gear, c'est le Push Lab Challenge. Et bientôt, il y aura effectivement à côté de la F1 ici tous les chronos des invités. Et qui est le Stig? Qui est le Stig? Bonne question. Et notamment, je vais certainement faire un classement pilote pro et invité. Sinon, Pro-Am, tu sais. Les gars, quand même. Le chrono de Monsieur Loop, donc Jérémy de la semaine dernière, était en 1:42.808. Ouais. Ton chrono est en 1 minute 38 864. Ce qui n'est pas un chrono honorable, faut le dire. Mais t'es plus rapide. Mais je suis plus rapide que Monsieur Loop, qui est tout fin, tout sec, hein, Monsieur Loop. Faut quand même le préciser aussi. Voilà. Ouais, grave. Mais bon, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Tu as battu Monsieur Loop et surtout c'est un chrono de découvrir justement le simu. Mon chrono, il est pas forcément. Moi, je l'ai fait. Je pense qu'il est bien meilleur. Non, mais surtout que c'est un moment où je faisais énormément ça, tu vois. Je l'ai tourné en 1:23. 291. Ouais, d'accord. Moi, j'ai oublié de retirer le pit limiter en fait, hein, en sortant de la zone. Ouais, mais tu vois, mais je vois la marge. Je vais revenir. T'as pas utilisé le DRS. C'est vrai que je crois que j'utilisais le DRS c'est vrai. aussi, et c'est sur le circuit du Mugello. J'avais trop peur de faire une Jack Doohan parce que le truc, on va se le dire, il s'est fait bouge beaucoup. Un petit crash, il a touché le mur juste 2 secondes. Ouais, grave. C'est comme ça. C'était vraiment dingue. Donc je me suis dit, je veux pas faire une Jack Doohan. Je joue pas avec le DRS. Par contre, je vais revenir. Hein. Franchement, je vais revenir à Emotion parce que c'est une expérience, mais de dingo. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une F1 et je pense qu'il n'y a pas d'autres simulateurs qui peuvent vous offrir ce genre de truc. C'est dingue. C'est clair. Je vais ramener Brice Samzan, on va se régler ici. Il va rester 80. Après, il n'y a pas seulement les simu F1. Réserve une journée Alex aussi. Il n'y a pas seulement la F1 bien sûr chez Emotion. Vous avez aussi des simulateurs qui bougent aussi également, mais pas autant que la F1, mais qui bougent également. Il y en a beaucoup à l'étage en dessous avec simulateur F1. Il y a du GT aussi également. Énorme. Il y a le rallye que moi je fais dès que je peux. Ici le rallye parce que moi je suis un fan de rallye et le Simu Rally avec notamment Assetto Corsa, le nouveau assez rallye. Incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à venir chez Emotion. Et encore une fois, immense merci à Emotion de soutenir ce podcast. Je ne cesserai de le remercier pour l'opportunité. Merci d'exister les gars. Ouais, merci d'exister. Pour terminer cette émission, le push or lift. Push or lift, donc pour ceux qui découvrent l'émission, le principe est simple. Je te balance une série de questions sur la Formule 1, ou plutôt une série d'affirmations et parfois un peu provocantes. Et toi, tu dis simplement push si tu es d'accord, si tu valides, lift si tu lèves le pied. Donc si tu n'y crois pas du tout. Le but est de réagir le plus rapidement possible. Je vais essayer de me mettre bien. Et on rentre pas dans les détails, hein. C'est juste push or lift. Alors, je vais t'inviter par rapport à la caméra. Excuse-moi. Attends. Non, c'est ici justement. Attends, non, au contraire. C'était très bien, excuse-moi. C'était au contraire. Là on est bien. Très bien. Ok, push or lift. J'enlève le petit chargeur. Allez. Alors, attention, c'est très vite, hein. C'est des questions, enfin c'est des affirmations, ça va. 3, 2, 1, push or lift. Max Verstappen est en train de devenir le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Push. Kimi Antonelli sera champion du monde de Formule 1. Oui, push. Adjar sera vainqueur de Grand Prix en 2026. Lift. Oh Famille Adjar, écoutez. Non, mais parce que je veux pas qu'on lui mette la pression petit, c'est pour ça. Autre question, push or lift, Leclerc va rejoindre un jour Aston Martin. Lift. Oh. Alpine remportera au moins une course dans les 2 prochaines saisons. Allez, push. Ah, c'est bien. Mercedes doit signer coûte que coûte Verstappen pour 2027. Lift. Oh, lift. Lift, ouais. Ok. Oliver Berman sera le prochain pilote Ferrari champion du monde. Lift. Leclerc, j'imagine, tu vois. Ouais, ou Hamilton, j'espère, pour l'histoire. Ouais. Fernando Alonso est une légende de la Formule 1. Push. Verstappen sera champion du monde 2025.
Lift. On aura un Grand Prix de France d'ici 2030 en Formule 1. Push. Ah, ok. Putain, je sais pas, je. En fait, je dis push parce qu'on l'a vécu non, oui. ensemble et qu'on a trop Ouais. envie de le retrouver, revoir ouais. et que Dominique Ali a une idée à laquelle l'État français, pour le moment, que l'État français ne valide pas. Oui, bon, Voilà. vu que le gouvernement change tout le temps, on en Voilà, parle. c'est ça. Putain. Et la mairie de Paris ne le valide La pas mairie non de Paris plus. l'a pas Voilà, validé. tu m'as compris. Piastri va quitter McLaren à la fin de la prochaine saison 2026. C'est dur ça c'est dur, c'est une question qui me taraude l'esprit ces dernières semaines. Je vais dire push, ouais. Allez, push. J'y crois aussi. Hein. Ouais. Un Grand Prix avec grille inversée. Dans le lift. Ah, même pas un seul Grand Prix. Ah, ouais, d'accord. En fait, je prends juste 20 secondes pour Ouais. répondre. Je dois pas le faire d'habitude, mais je vais le faire. Vas-y. En vrai, c'est un plaisir coupable. C'est comme écouter Vita, tu vois. C'est-à-dire que je pense que j'y prendrais beaucoup de plaisir, mais pour l'esprit de la Formule 1, faut pas le faire. Lindblad monte en Formule 1, mais c'est trop tôt. Non, lift. Hamilton quittera la Formule 1 à la fin de la prochaine saison 2026. Ça me fait mal au cœur, mais push. Ok. Bah, je. Et ça me fait mal au cœur, vraiment. Lance Stroll. Ça peut vouloir dire qu'il sera champion du monde, ceci dit. Aussi, peut-être. Voilà. Lance Stroll ne sera plus chez Aston Martin en 2027. Push. En 2026, Red Bull va complètement flop. Push. Aïe. Ouais. Même question qu'à Jérémy. Pourquoi ? Parce que je vais d'en faire une nouvelle. Le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim ou au Nürburgring doit revenir au calendrier. Attends, l'un ou l'autre ou les deux ? L'un ou l'autre. Ah oui, push. Lequel tu Ouais. choisirais ? Hockenheim. Hockenheim ? Ah, moi j'adore Ah Hockenheim. Ouais, je suis un grand fan d'Hockenheim et Nürburgring, malheureusement, on l'a vu, je pense qu'il est plus trop adapté au F1 Ouais. moderne. Mais bon. Ok, fini. Merci Alex. Il y a une tradition. Ouais. Et que tu me le fais le push en liste. Ah, ouais. chambé. ouais. Ah, ça c'est cool. Ça c'est c'est bien. très cool. Là, je reprends ma casquette de présentateur, je suis quand même vachement plus à l'aise. Tac. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Allez, Alors, je suis prêt. je veux des réponses courtes. D'accord. C'est le mec Le mec a fait 50 minutes. Voilà. Max Verstappen est-il en train de devenir le plus grand pilote de l'histoire de la F1 ? Push. Kimi Antonelli sera-t-il champion du monde ? Push. Adjar sera-t-il vainqueur en Grand Prix en 2026 ? Push. Ah ouais. Leclerc va-t-il rejoindre un jour Aston Martin ? Push. Ah ouais ? Ouais. Tu crois à ça ? Bah c'est pas. Alors C'est je marrant, crois ça. pas du tout aux rumeurs qui avaient dit. Mhm. C'est pas essentiellement des rumeurs, c'est juste des informations qui sont Oui, là. qui sont Oui, sorties, ouais. c'est juste l'agent de Leclerc fait son travail. Exactement. Voilà. Mais c'est pas Il met la essentiellement pression. une volonté d'aller chez Aston Martin. Complètement. Alpine remportera au moins une course dans les 2 prochaines saisons. Et bah push. Push aussi. Ouais. Mercedes doit signer coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, peu importe le prix, Verstappen pour 2027. Push. Oliver Berman sera le prochain pilote Ferrari champion du monde. Bah push. Bah je sais pas, j'ai une intuition sur ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Un Anglais champion chez Ferrari serait fou. Ouais. Il y en a peut-être un qui peut le faire avant. Fernando Alonso est-il une légende de la F1 ? Je regarde pas. Je vais dire push, mais Mais faut t'es que plus sur le lift j'étais- quand même. Hein. J'étais un petit peu après. Un jour on fera un grand débat là-dessus. Ouais. Verstappen sera champion du monde en 2025. Dans la liste. Ah, maintenant, Est-ce qu'on aura un champion de France un Grand Prix de France, pardon. Champion de France, on en aura à la fin de la Grand Prix de saison. France, Grand Prix de France d'ici je 2030. pense que oui. Ok. Push, ouais. Piastri va quitter McLaren à la fin de la prochaine saison 2026. Push. Un Grand Prix avec grille inversée. Ouais, push au moins une fois. Lindblad monte en F1, mais c'est trop tôt. Je vais tendre au push. Tu vas mettre le push. Ouais. Hamilton quittera la F1 à la fin de la saison 2026. Ouais, push. Lance Stroll ne sera plus chez Aston Martin en 2027. Push. En 2026, Red Bull va complètement flop. Push. Le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim ou à Nürburgring doit revenir au calendrier. Push. Et par contre, moi, je mets le norme. Tu mets le Nürb, ok. Ouais. Mais j'en ai une dernière pour toi. Vas-y. Arsenal va-t-il remporter la première ligue ? J'espère. Push. Je mets un grand push aussi, moi, Alex. Oh là, C'est ton année cette année. Là, c'est impossible de perdre. Autre question. Push en lift, le FC Versailles monte-t-il en Ligue 2 cette année ? Et alors là, Ah. Alexandre Mullier va me tuer, mais je dis lift, voilà. Alors. Et je lui expliquerai. Oui. Je lui dirai. Ah, mais ouais. En tout cas, merci. Merci Manu. Merci Alex, c'est un super moment. Franchement, tu sais qu'on a fait 2 heures. 2 heures pile. Heureusement que j'ai enlevé le push en lift. Hein. Enfin, le push de la commu, le hein, push parce de que la là, commu, on était parti pour On demain. allait exploser. Non, merci de l'invite et je passe un bête de moment. Et c'est toujours cool de parler F1 avec les gens qu'on aime bien. Merci, bah ça pareil. fait toujours plaisir. Pareillement. Et puis, hors actu, Paddock Pass, mais enfin, Paddock Pass qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de RMC Sport plus particulièrement. Et puis, sinon, il y a d'autres actus pour toi. Enfin, Ouais, écoute pas mal de trucs. On
bosse sur le foot, sur la Formule 1, un petit peu de WEC aussi. On a eu la chance de commenter la saison sur l'équipe et l'équipe garde les droits, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis la suite du projet Paddock Pass, parce que là c'était vraiment se relancer après la fin des pistonnés. Donc c'était un deal de 6-7 émissions qui doit nous emmener sur quelque chose d'un peu plus important, c'est en discussion avec RMC. Donc l'important c'est que les pistonnés seront là, enfin ceux qui s'appelaient les pistonnés avant, parce qu'on ne peut plus utiliser ce nom-là, même si on l'utilise à tort et à travers. On sera là en 2026 et je pense que c'est la meilleure nouvelle en tout cas à vous annoncer, parce qu'on a eu un petit peu peur cette année. Ah bah forcément. Donc on est très heureux que Feu Pistonné puisse se reconvertir en Paddock Pass, et bien sûr du côté de chez RMC Sport que je salue. Bien sûr, les copains de chez RMC Sport. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous pour l'émission d'après. Bon, je vais l'annoncer. Il y aura un champion du monde. Il y aura un champion du monde. Ce sera un invité champion du monde, j'ai envie de dire. En plus. La semaine prochaine, il y aura Jean-Louis Moncey qui sera dans Push Lap. Jean-Louis Moncey qui était notamment venu dans les pistonnés. À l'époque, je m'en souviens, j'y étais. Tu lui avais fait raconter Imola 94. Imola 94. Grand moment d'émotion de cette émission. Ouais, je m'en souviens effectivement. Intimidé, j'étais à l'époque. J'étais bébou aussi en même temps. Et puis maintenant, on se claque la bise. Jean-Louis. Oui, Alex, écoutez, Alex. Voilà. En tout cas, Jean-Louis Moncey sera là pour le débrief de cette saison 2025 de Formule 1, forcément principalement sur la bataille pour le titre mondial entre bien sûr ces trois pilotes mastodontes que sont Norris, Verstappen et Oscar Piastri. On espère que ça se passera bien à Abu Dhabi. Merci beaucoup Manu d'avoir été présent. Merci. Bonne semaine avant cette finale. On y pense tous les soirs en se couchant. On va dormir, on va essayer de bien dormir parce que ça va être très stressant forcément au fur et à mesure. Donc voilà, forcément. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce 7e épisode. Immense merci à Push Lap. Forcément, n'oubliez pas que le 14 décembre, il y a le Hot Lap ici du côté de chez Emotion. Donc ça veut dire que vous pouvez venir et bien tenter de remporter des cadeaux qui vont être extrêmement importants et magnifiques, bien sûr, dans cette période de Noël. Audi R8 sur la Nordschleife. Il y a de quoi se régaler, ça c'est sûr et certain. Ciao les amis. Et on donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 8e épisode avec Jean-Louis Moncey. Bien sûr les amis. Ciao, merci beaucoup Manu. Salut.